voilà, il se cache, et le voici. Le compte Instagram Cerveau non disponible a ressorti aujourd'hui une citation de Lénine qui dit « Il y a des décennies où rien ne se passe et des semaines où des décennies se produisent ». Eux parlaient de la facilité avec laquelle le RN pouvait se refaire une virginité vis-à-vis de l'antisémitisme. Mais cette citation pourrait s'appliquer aussi à la situation au Moyen-Orient qui a vécu un revirement après l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Bien qu'il soit évidemment difficile de dire qu'il y a des décennies où rien ne se passe en Palestine, tant les explosions de violence sont fréquentes et depuis longtemps. Depuis 15 ans, Mediapart documente la vie au Moyen-Orient et les différents épisodes qui marquent la région. Faut-il parler de terrorisme ou de crimes de guerre pour qualifier l'attaque du 7 ? Parle-t-on de génocide ou de nettoyage ethnique pour qualifier les bombardements commis par l'armée israélienne à Gaza ? Parle-t-on de défense, de vengeance ou de guerre coloniale ? Doit-on parler du conflit israélo-palestinien, d'Israël-Gaza, d'Israël-Hamas ? Comment votre journal traite ces sujets ? Quels arbitrages sont faits ? Vous pouvez poser toutes vos questions aujourd'hui à François Bougon, responsable du pôle international de Mediapart jusqu'à 21h. Bonjour François. Bonjour. Allez, on lance le générique. Abonnez-vous. Voilà, à vous qui nous regardez pour la première fois, abonnez-vous, c'est l'émission Twitch de Mediapart dans laquelle on invite toutes les personnes qui font le journal pour nous raconter leur métier, leur sujet d'expertise et pour répondre à vos questions. Cette chaîne, on le rappelle, n'est pas monétisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sub, donc les pourboires numériques de Twitch, parce que Twitch appartient à Amazon, Amazon appartient à Jeff Bezos, on le dit chaque semaine, et on pense que Jeff Bezos a bien assez d'argent. Et si vous voulez soutenir cette émission, le mieux c'est de s'abonner à Mediapart. Voilà. Ce soir, on va parler donc de... Car seuls nos lecteurs et nos lecteurs peuvent nous acheter. Tout à fait. C'est un bon élève ce soir qu'on a avec nous. Et par ailleurs, vu qu'on est archi sympa, on vous a concocté, comme vous le savez si vous nous regardez toutes les semaines, une offre 1 mois gratuit qui est en dessous de ce live si vous nous regardez en direct. Et si vous ne nous regardez pas en direct sur YouTube, venez nous regarder lundi prochain en direct. Et donc 1 mois gratuit et c'est sans mettre sa carte bleue, sans engagement, etc. C'est une vraie offre, il n'y a pas de raison de ne pas s'abonner. Et comme ça, vous pourrez voir tous les articles dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on retrouve Vincent Morel à la modération. Donc qui est sous le pseudo Cropule, donc comme d'habitude pas d'insultes, de commentaires racistes, sexistes, LGBT-phobes. Et on le sait bien, le sujet de ce soir, vous le dites déjà dans le chat, est un peu clivant. Il porte une charge émotionnelle forte, les injonctions sont nombreuses et les interpellations multiples. Donc je vous en conjure, aidez-moi à faire en sorte que ça se passe bien et que la discussion soit la plus enrichissante possible, que même les désaccords, aussi profonds soient-ils, soient exprimés avec respect. Avant de faire la revue de la semaine, est-ce que peut-être tu peux te présenter un petit peu, François, nous raconter comment tu t'es retrouvé à Mediapart, combien de temps ça fait, et ce que tu faisais avant? Alors, je suis à Mediapart maintenant depuis 4 ans. Avant, j'ai travaillé au Monde pendant 7 ans, et avant Le Monde, j'étais à l'AFP pendant 16 ans. Voilà, c'est résumé. À l'AFP, j'ai eu le bonheur, la chance d'aller dans des pays étrangers, notamment la Chine, parce que c'était une de mes spécialisations. J'y ai travaillé pendant 5 ans, entre 2005 et 2010. J'ai fait du chinois à l'université avant de faire une école de journalisme. Voilà, donc c'est vrai que c'est l'international qui m'intéresse. Ce qui me passionne, c'est ces questions-là qui m'habitent, en fait. Et puis, je me suis retrouvé à Mediapart par les hasards de la vie. Voilà, je crois que j'ai envie d'être dans des structures de plus en plus petites. Peut-être qu'à la fin de ma vie, je me retrouverai auto-entrepreneur. Voilà. Fais gaffe, parce que Mediapart grossit de jour en jour. Voilà, fais gaffe. On a encore de la marge. Très bien. Et donc, je suis responsable de ce qu'on appelle un pôle ici à Mediapart, pas de service, un pôle international
qui est un pôle assez petit puisqu'on est 5 en tout, je m'inclus dedans. Et puis je gère une équipe de pigistes qui, à peu près une trentaine de pigistes qui travaillent pour nous parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir 40 journalistes comme au Monde à l'international. Donc on travaille avec des pigistes, c'est-à-dire des journalistes qui travaillent pour d'autres médias. Dans le chat, les gens disent déjà, ils ne veulent pas de François Bougon ubérisé. On se battra contre l'ubérisation de François Bougon. On commence comme chaque semaine avec la revue de la semaine. Et je vous mets le petit audio si vous l'entendez, si ça marche. On n'est jamais à l'abri qu'il y ait quelques bugs. Où est-il? Revue de la presse. Qui est-il sur Le Mediapart? son est un peu faible. Ouais, on va essayer de parler bien dans le micro. Normalement, j'ai remonté un peu le son. Vous nous dites dans le chat si ça va pas. Je vais essayer de pas trop toucher la table pour pas tout faire vibrer. Donc, on passe à la revue de la semaine. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu dans Mediapart cette semaine? Et cette semaine, j'ai pris beaucoup d'articles, donc ça va être un petit peu long. Et on commence avec l'article le plus commenté, comme par hasard, qui parle de Jean-Luc Mélenchon. C'est souvent les articles les plus commentés. Antisémitisme, les fautes de Jean-Luc Mélenchon. Le chef de file de la France Insoumise a fait ces dernières années plusieurs déclarations ambiguës, voire imprégnées de stéréotypes antisémites, dénoncées comme telles par de nombreuses organisations juives et au-delà. Une absence de sensibilité ou un déni que le leader de la gauche conteste fermement. Je vous invite à lire l'article avant de le commenter parce qu'il est beaucoup plus mesuré qu'on ne le laisse entendre dans les commentaires. Et il est assez intéressant. Voilà, merci pour les gens qui pensent à la modération, qui ont dû modérer les quelques, je ne sais plus, on va le voir en dessous, tout en bas, le nombre de commentaires, 819 commentaires sous ce seul article. Antisémitisme toujours, mais cette fois-ci beaucoup plus prégnant, beaucoup plus historique, beaucoup plus vérifié, celui du RN. On a une vidéo donc qui a été faite par Yumni Kezouf et Marine Turki sur l'antisémitisme au RN. Donc antisémitisme, le RN révisionniste de sa propre histoire. C'est une vidéo d'une quinzaine de minutes qui refait le parcours de cet antisémitisme fondateur pour le Rassemblement national, ex-FN. Et je précise dès maintenant qu'on recevra la semaine prochaine Marine Turki dans cette émission. Donc voilà, revenez lundi prochain à 19h. Ensuite, un article de Cécile Hautefeuille, Dan Israël et Camille Balzinguer, je ne sais pas, Balzinguer. Défilé contre l'antisémitisme avec l'extrême droite, les déchirements des citoyens de gauche. Il y a celles et ceux qui manifesteront dimanche à l'appel des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat pour ne pas laisser la place à la droite et au RN. Celles et ceux qui n'iront pas, refusant d'offrir une virginité au parti de Marine Le Pen, et tous les indécis pour qui choisir se révèle douloureux. Toujours sur cette marche contre l'antisémitisme, le pouvoir pris à son propre piège. Ça, c'est une analyse d'Hélène Salvi, donc qui prend le côté du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Toujours la même marche. Cette fois-ci, un entretien de Rachida El Azouzi entre Aria Halimi et Jonas Pardo. Donc l'un est célèbre avocat, l'autre un militant. Tous les deux sont juifs et de gauche. Aria Halimi et Jonas Pardo vont marcher ce dimanche 12 novembre contre l'antisémitisme à Paris. Dans un entretien croisé à Mediapart, ils sondent les racines de ce fléau, expliquent les enjeux démocratiquement vitaux de le combattre et s'attaquent aux aveuglements et dénis coupables de certains dans leur propre camp politique. Ensuite, Mathieu Sucre revient sur l'affaire des étoiles de David taguées. La France dénonce une manipulation russe. Viginum, le service de vigilance contre les ingérences numériques étrangères, a détecté 1095 bots ayant publié 2589 posts sur le réseau social X, ex-Twitter, pour alimenter la polémique liée aux étoiles de David taguées. L'État s'apprête à dénoncer une ingérence numérique russe. Ensuite, on a un article toujours de Mathieu Suc sur une conférence sur la Palestine attaquée par des membres de l'ultra-droite lyonnaise. 3 personnes ont légèrement été blessées samedi 11 novembre dans la soirée à Lyon lorsque des militants d'ultra-droite ont tenté de s'introduire par la force dans une conférence sur la Palestine. Un militant d'ultra-droite a été interpellé.
Ensuite, on change de sujet. Un article d'Antoine Rouget, François Bayrou au procès des assistants du MoDem, chef de tout et gérant de rien. Lors de son interrogatoire par le tribunal, François Bayrou a contesté avoir mis en œuvre un système d'emploi d'assistants parlementaires de complaisance au profit de son mouvement. D'après l'ancien ministre de la Justice, tous les partis français opéraient de tels détournements, sauf le sien. Toujours dans les affaires, Moscovici, cette fois-ci c'est un article de Sarah Brett. Moscovici n'est pas au mieux sur la photo, un caprice à 10 000 euros. La Cour des comptes est la juridiction censée contrôler la bonne utilisation des deniers publics. Mais dans son dernier rapport annuel, 2 photos du président n'étaient pas parfaites. Les 3000 exemplaires ont été envoyés au pilon et le tout a été réimprimé aux frais du contribuable. Allez, je me fais un plaisir de vous montrer les photos. Hein. Voilà. C'est ça qui a coûté 10 000 euros. Ensuite, justice toujours. Dupond-Moretti à la CJR, le procureur général pointe une affaire grave pour un procès inédit. À l'ouverture des débats devant la Cour de justice de la République, le procureur Rémi Hetz, qui représente l'accusation, a rappelé l'importance du dossier de prise illégale d'intérêt qui vise le ministre de la Justice, jugé alors qu'il est en fonction. C'était au début de la semaine dernière qu'est paru cet article qui est passionnant et déprimant. Nejma Brahim, projet de loi immigration au Sénat, comment rendre l'inacceptable un peu plus tolérable. De nombreuses mesures aux conséquences dévastatrices ont été votées cette semaine sous le regard bienveillant de Gérald Darmanin. Si certains espèrent qu'elles tomberont à l'Assemblée nationale, elles auront au moins eu le temps d'infuser dans le débat public. Et cet article est complété par un autre de Caroline Coq-Chedorge sur l'intox du Sénat sur l'aide médicale d'État. Le Sénat vient d'adopter la suppression de l'aide médicale d'État, qu'il veut remplacer par une aide médicale d'urgence. La lecture biaisée des chiffres par les élus de la Chambre haute néglige les vertus économiques de ce dispositif. C'est un article qui est très fouillé et qui est très intéressant si cette question vous interroge. Et elle devrait l'être parce que c'est une question cruciale. Politique maintenant, Fabien Escalona et Pauline Groul reviennent sur les sanctions de Rachel Garrido à la France Insoumise, qui relance le débat sur l'autoritarisme au sein du mouvement. À l'instar de François Ruffin ou de Clémentine Autain, de nombreuses voix se sont insurgées contre la mesure disciplinaire que la députée de Seine-Saint-Denis, autrefois proche de Mélenchon, s'est vue signifier par la direction du groupe parlementaire. L'enjeu, la capacité de LFI à ne pas se réduire à un parti personnel. Politique toujours. Marine Turki, qu'on recevra donc la semaine prochaine, a écrit cet article. Un livre d'enquête fragilise David Racheline, maire de Fréjus et vitrine du RN. Érigé en élu exemplaire pendant des années, le vice-président du RN voit la gestion de sa ville sévèrement remise en cause dans un livre, Les Rapaces. S'il annonce une plainte en diffamation, les dirigeants du parti, eux, n'ont pas réagi sur le fond de l'enquête, qui évoque notamment des atteintes à la probité. Voilà, donc ça, on reviendra longuement sur ce livre et sur les enquêtes de Marine Turki sur l'extrême droite la semaine prochaine. Ensuite, on passe à la situation, mais on va y revenir pendant toute cette émission à Gaza. Donc, dans les ruines de Gaza, le face-à-face entre l'armée israélienne et le Hamas. Donc, celui-là, c'est un article de Justine Brabant qui est sorti cette semaine. Je vais rapidement, cette fois-ci, en Cisjordanie, les Palestiniens subissent les offensives des colons israéliens. Depuis le 7 octobre, les colons israéliens profitent du redéploiement des militaires pour terroriser des communautés palestiniennes isolées et accaparer leurs terres. De telles attaques ont déjà forcé plus de 870 Palestiniens à quitter leur foyer. Ensuite, Israël-Gaza, les tâtonnements stratégiques d'Emmanuel Macron. Cette fois-ci, c'est donc un article d'Ilias Ramdani qui suit l'Élysée et le gouvernement. Tout en soutenant le droit d'Israël à se défendre, le président de la République tente de montrer qu'il n'oublie pas les populations civiles de Gaza. Un devoir moral de la France, explique-t-on à l'Élysée, qui n'est pas dénué de considérations politiques intérieures. Et ensuite, pour finir sur ce sujet-là,
Ça va être des voix s'élèvent pour demander la fin des ventes d'armes à Israël. Un article de Justine Brabant, toujours. La riposte disproportionnée menée par les forces armées israéliennes dans la bande de Gaza en réponse aux attaques meurtrières du Hamas est à l'origine de débats croissants, y compris chez les alliés d'Israël, sur l'opportunité de continuer de vendre des armes ou de donner des armes à l'État hébreu. Et pour finir, hop là, pour finir, je l'ai là, j'ai choisi un truc un peu plus détente que je trouve dans la série Éclat des sciences, que je trouve drôle. La Joconde des scientifiques révèle la véritable recette de Léonard de Vinci. Allez lire tous les articles de cette série Éclat de sciences, c'est toujours aussi passionnant. Voilà, on va, hop, et je montre comme d'hab la une du journal d'aujourd'hui. Donc, comme on le dit à chaque fois, abonnez-vous, on le met une fois quand même, hein. Edoui, il est où? Abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà. Et on passe maintenant à cette caméra. Trop bien. Qu'est-ce que vous avez écrit dans le chat? Est-ce que vous avez déjà commencé à nous poser des questions? Je ne sais pas. Hop. Ouais, il y avait une manifestation contre l'antisémitisme et le racisme qui a été interdite par la préfecture et hop, un édoui sauvage apparaît. Non, c'était juste pour vous saluer. Attends, parce que parle dans le micro. c'était juste pour vous saluer, pour dire que c'était une émission très importante ce soir, un peu sérieuse et grave, parce que parfois on fait des blagues, mais là je ne vais pas faire abonnez-vous, parce que l'époque est un peu lourde. Et François Bougon, que je voudrais saluer et qui est essentiel, parce que c'est François qui est au turbin sacrément, face à 2 guerres sous les bras, sans compter les autres. Actuellement, vous trouverez sur Mediapart un article sur ce qui se passe pour les populations du Darfour, avec une guerre oubliée au Soudan. Et François est celui qui gère le pôle international à Mediapart. Et donc, je parlais de l'Ukraine et évidemment de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza après l'attaque du Hamas. Et François a rejoint Mediapart après avoir été un très reconnu et vraiment formidable confrère, notamment spécialiste de la Chine. Il était pour l'AFP et pour Le Monde dans cette région. Et il est passé de son propre chef, il a abandonné Le Monde pour rejoindre Mediapart. Et donc, c'est une émission importante parce que dans ce contexte, pour nous, évidemment, vous avez envie, dans un journal que vous aimez, de lire souvent ce que vous avez envie de retrouver, qui vous conforte et tout. Quand les temps sont troublés, un journal, il est là aussi pour aider à y voir clair, et donc pas forcément à conforter tout le monde dans ses opinions. Il est d'abord d'essayer de donner le puzzle de la réalité dans sa complexité, tout en tenant des caps. Vous connaissez notre cap, hein. Nous, on est pour l'égalité des droits, donc pour le droit international, donc évidemment pour les droits des Palestiniens. Et la légitime existence de l'État d'Israël ne peut se faire dans le déni des droits des Palestiniens. Et c'est même la pire impasse pour le peuple israélien. C'est la meilleure façon de ne pas rendre en sécurité Israël. Et évidemment, il faudrait sortir de cela par le haut. C'est pas simplement nos mots et nos reportages qui permettront de le faire. Au passage, avant, donc je voulais saluer le camarade parce que j'ai plus rien à dire. Non, toi, tu as tout à dire, mais parce que il fait ça très sérieusement, et on encaisse quand on gère ça, on encaisse des choses lourdes. C'est pas sans compter tous les pigistes qu'il faut gérer. Enfin, il y a un côté vraiment qu'il faut raconter, il faut soulever le couvercle. C'est comment à partir de Mediapart, ici même, on arrive à couvrir les désordres du monde. Je voulais vous signaler, parce qu'il se trouve que ça a été bouclé évidemment avec la guerre, avant la guerre. Nous avons ce énième rebondissement de ce conflit qui dure depuis 75 ans. On a, Mediapart, on fait cette revue avec les éditions de la Découverte, et il se trouve que le numéro et son dossier, une revue sur les idées et la culture, guerre à distance, guerre en silence. Et dans ce numéro, il y avait une contribution d'une chercheuse émérite sur la question Israël-Palestine, qui est Leïla Seurat, qui a d'ailleurs un lien familial, la fille de Michel Seurat, qui a été un très très grand chercheur sur la Syrie dans le passé, et qui a été pris en otage et qui est mort dans ces circonstances. Et donc c'était déjà sur c'était intéressant parce que c'est les réseaux sociaux face à la guerre coloniale.
Et on est en plein dedans, hein. Vous allez en parler, les fake news, une guerre avec l'intensité évidemment de l'immédiateté, des campagnes de propagande, d'intoxication, de mensonges, et comment nous on essaye d'être au mieux le plus utile et le plus pertinent dans ce contexte. Voilà. Donc, merci Edoui, c'était même... abonnez-vous avec Edoui Plenel. non, c'était juste pour saluer comme je fais merci pour tes mots. Voilà, allez. Merci beaucoup. Hop. Je remets mon micro que j'ai essayé de mettre pour que vous l'entendiez. J'espère que vous avez bien entendu et qu'il n'y avait pas trop de... Hop, voilà. Les tunnels d'Edoui sont toujours... Ouais, bah oui, forcément. Une bonne émission, abonnez-vous sans un passage d'Edoui n'est pas une bonne émission. Il y a déjà pas mal de questions. Avant toute chose, est-ce que tu peux un peu nous raconter comment ça fonctionne le pôle international ? Tu en es donc le coordinateur, mais justement, comme disait Edoui, il y a des tas de pigistes un peu partout dans le monde. Comment vous travaillez avec ? Et à Mediapart, qui fait quoi ? Alors, en fait, la spécificité de Mediapart, c'est que la couverture internationale ne repose pas uniquement sur les gens qui font partie du pôle international, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'est que 5. Alors bien sûr, on a des pigistes, mais il y a aussi toute une équipe autour, un collectif. Et ça, je pense que c'est important de le dire, c'est que à certains moments, des journalistes qui ne sont pas forcément dans le pôle international peuvent prêter main forte sur des questions internationales. Donc, on peut avoir des journalistes du pôle enquête, on peut avoir des journalistes du pôle économie et sociale. Culture, enfin voilà. Donc c'est vraiment une idée de mobilisation et de collectivisation, je dirais, de l'information pour essayer d'être au plus près de ce qu'on peut appeler un événement. En l'occurrence, là, c'était un événement. Et c'est vrai que depuis 2 ans, on en subit, c'est-à-dire on les vit aussi et on essaye de les couvrir. Et donc, c'est vrai que depuis l'Ukraine, c'est le désordre du monde. Moi, je suis un peu c'est vrai que c'est pas l'actualité joyeuse en fait. Hein. C'est un chaos, c'est un désordre, mais on essaye de mettre de la compréhension et d'être au plus près peut-être. Mais on peut-être repart. Enfin, je vais pas faire un tunnel, mais on peut peut-être après rentrer dans le détail pour essayer d'expliquer comment on travaille, parce que je pense qu'il y a souvent une incompréhension. Et c'est ce que disait Edoui entre ce que peut attendre des lectrices et des lecteurs, est-ce qu'est réellement un travail de journaliste en fait, et à la fois sur comment on traite un événement comme celui qui nous tombe dessus le 7 octobre, comment on met en place des gens qui vont partir là-bas, qui vont partir sur place, qui vont être sur le terrain et qui vont à la fois écrire des reportages, et puis après, à quel moment on commence à rentrer dans une autre période qui est aussi celle de la réflexion, c'est-à-dire avec des interviews, avec voilà. Donc il y a quand même des particularités dans une couverture, c'est-à-dire ne pas forcément tout de suite partir de monter en généralité. Je pense que c'est important dans des moments comme ça d'être au plus près du terrain et au plus près de l'événement, d'essayer de comprendre ce qui se passe. On n'est pas des historiens, on va pas vous dire la vérité tout de suite, mais on va vous dire ce qu'est la réalité à l'instant T en fait. D'accord. Et donc le pôle international, on est 5, mais il y a toute l'équipe de Mediapart qui essaye de contribuer à la couverture, avec à la fois des gens, donc par exemple concrètement des gens qui sont partis sur le terrain au départ, qui étaient plutôt des pigistes et qui ont été rejoints par Joseph Confavreux. Par exemple, Joseph ne travaille pas, n'est pas encarté, je dirais, au pôle international, mais Joseph appartient au service culture, et il s'occupe plutôt des idées, puis il a son podcast culturel. Mais en l'occurrence, il connaît bien la région. Donc, il est parti là-bas, il est resté 2 semaines, je crois. Après, Christophe Guignot, qui lui appartient maintenant à ce pôle qu'on appelle le pôle central, qui est là pour éditer la copie, lui est parti aussi, parce qu'il aime bien partir à l'étranger. En ce moment, on a Célia Mebroukine, que tu as reçue oui, il y a 2 semaines. 2 semaines, voilà. Donc, Célia est partie, et je trouve que c'est important aussi d'envoyer des jeunes journalistes. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, ce qui est important, et ce que j'essaye aussi de dire à chaque fois, c'est de dire que il faut qu'on soit aussi sur le terrain systématiquement, c'est qu'on apporte. Enfin, je pense que Mediapart aussi doit être sur le terrain et apporter, d'être au plus près et de nourrir aussi cette envie pour les journalistes les plus jeunes. On n'est pas qu'un
il y a quand même cette idée que Mediapart, c'est un journal d'enquête, etc., de révélation sur des enquêtes, sur des enquêtes politico-financières, mais il y a aussi toute la richesse de ce que peut être un journalisme de terrain sur des événements qui sont des événements comme celui-là. Ouais, on a des questions là qui sont arrivées déjà avant que Edoui passe. La première question que j'ai évoquée dans l'introduction, pourquoi avoir choisi l'angle éditorial fallacieux et inexact Israël-Hamas? C'est pas que le cas, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs sur le site, selon les articles et selon dont ça parlait. Comment vous choisissez? Typiquement, il faudrait demander à la personne qui pose cette question pourquoi il considère que c'est un angle éditorial fallacieux et inexact. En fait, la discussion, elle pourrait être intéressante s'il rentrait dans le détail, de dire, lui considère que c'est fallacieux et inexact. Après, il y a eu, en gros, il y a quand même le 7 octobre, c'est une attaque du Hamas contre Israël. Donc, on peut pas, c'est pas être fallacieux, inexact. Au contraire, c'est être rigoureux sur ce qui s'est passé. Après, on a mis guerre au Proche-Orient. La question des mots sur ce genre sur ce conflit, enfin en général sur la question israélo-palestinienne, la question des mots, elle est toujours très très difficile parce que vous allez être catalogué soit pro-palestinien, soit pro-israélien en fonction des mots que vous utilisez ou que vous n'utilisez pas. Moi, je suis parti du principe, notamment, il y a toute une discussion sur terrorisme. Moi, je pars du principe que l'attaque à laquelle on a assisté le 7 octobre, c'est-à-dire s'en prendre à des civils, s'en prendre à des enfants, s'en prendre à des femmes, s'en prendre à des jeunes qui étaient dans une rêve, je considère ça comme des méthodes terroristes. Après que le Hamas soit une organisation terroriste ou pas, bon, libre à la fois aux historiens, aux spécialistes, etc. Mais moi, je considère que là, pour coller au plus près de la description, en tout cas, comme journaliste, je considère que j'écris attaque terroriste. Après, une lectrice ou un lecteur peut considérer que c'est fallacieux, inexact, libre à elle ou à lui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Edoui parlait des réseaux sociaux. C'est vrai que sur cette question, en l'occurrence sur la question israélo-palestinienne, mais plus largement sur beaucoup de sujets, mais sur cette question en particulier, parce qu'elle a une résonance particulière en France, on s'aperçoit d'une chose, c'est que il y a une différence entre ce que le journaliste, lui, enfin, moi je dis en général le journaliste, qui va écrire son papier, qui va écrire son reportage, a toujours l'impression qu'il est là pour apporter une information à une lectrice ou un lecteur. Et en fait, c'est là la différence, c'est qu'il y a beaucoup de lectrices et de lecteurs qui ne viennent pas, par exemple, sur des sites d'information, par exemple Mediapart, pour s'informer. Ils viennent pour conforter leurs identités, en fait. On est donc, dans ce cas-là, on n'est pas un pourvoyeur d'informations, on est un vecteur d'identité. Et c'est ce que disait Edoui, c'est-à-dire que il y a à la fois l'usage de mots, la description, la présentation d'un certain nombre de réalités qui vont déplaire à ces lectrices et ces lecteurs. Donc c'est là où il peut y avoir une différence entre ce que la lectrice et le lecteur attend et ce que nous, on va faire. Complètement. Mais du coup là, pour compléter avec ce qu'il disait, je pense que, et on l'a revu pas mal dans les commentaires, comme vous le savez, je fais aussi la modération des commentaires sur le site Mediapart, c'est que aujourd'hui ils ne perçoivent plus ça comme une guerre Israël-Hamas, étant donné le nombre de victimes civiles de ce côté-là. Et que, du coup, est-ce qu'on peut encore parler d'une guerre contre le Hamas à partir du moment où de fait, il y a une guerre contre le Hamas. Je veux dire, l'objectif, alors qu'on le critique ou pas, qui est ces drames humanitaires, ces morts de femmes, d'enfants à Gaza, etc. Ça, de toute façon, c'est une réalité. Mais de fait, il y a une guerre, il y a une armée qui est l'armée israélienne et qui s'attaque à un ennemi qui est le Hamas. Et toute la... Alors, bien sûr qu'on peut considérer que bombarder des habitations, des hôpitaux, etc., ça peut constituer des crimes de guerre, ok. Mais on ne peut pas. Enfin, je veux dire, moi, je considère qu'il y a quand même une guerre entre une armée qui est l'armée israélienne et un groupe qui s'appelle le Hamas qui a attaqué le 7 octobre. Ça, on peut le dire. D'accord. Et sur la question, est-ce que ça résume la situation? Non, bien sûr que non. En fait, c'est là où c'est extrêmement comment dire, en tant que journaliste, pour essayer de rendre compte de cette situation, c'est à la fois il y a une gravité et puis aussi on ne peut pas être dans la simplicité. Il faut multiplier les regards, il faut multiplier les points de vue, à la fois sur le terrain, à la fois sur les entretiens, etc. En fait, c'est dans la diversité, la pluralité qu'on peut essayer de comprendre ce qui se passe. Cet événement est tellement énorme
il y a tellement de polysémie, de mots employés, de différences, de conflits, à la fois au Proche-Orient et ici, que de toute façon, vous ne pouvez pas avoir la prétention, vous, tout seul, d'avoir la vérité, en fait. Cette vérité, elle est multiple. Elle n'est pas forcément partagée. Enfin, je veux dire, la vérité d'une famille israélienne dont les proches sont retenus en otage à Gaza ne peut pas avoir la même parole, la même vision qu'un Gazaoui ou une Gazaoui qui a dû fuir son foyer parce qu'il a été bombardé ou qui a perdu son enfant. Enfin voilà, ça c'est évident. Ce que je veux dire par là aussi, c'est qu'il faut jamais perdre de vue que quand on est journaliste, on essaye toujours de raconter des histoires au plus près, et donc ça suppose quand même, ça suppose une forme d'empathie en fait. Et cette empathie, elle est là. Et moi personnellement, c'est vrai que je me refuse à tout enfin, comment dire. C'est vrai que quand vous êtes militant, vous êtes persuadé d'avoir raison. Vous êtes persuadé de voir le monde, voilà, vous avez votre ennemi, vous avez ceux de votre côté, et vous essayez d'être toujours du côté des victimes, etc. Quand vous êtes journaliste, c'est toujours compliqué. Vous pouvez pas avoir cette position, ou alors vous refusez de voir une certaine forme de réalité. Oui, c'est ce que disait Elias Sambar dans l'entretien qu'on a fait sur la polarisation extrême, et qui fait que, quels que soient les propos tenus, on ne veut pas mettre en porte-à-faux son camp, entre Bien guillemets. Sûr. Alors, parce qu'il y a aussi, alors, ce qu'il faut dire aussi pour essayer de comprendre et pour que les gens qui nous regardent essayent de comprendre notre métier, en fait, comment on fait ça. C'est pour ça que j'ai insisté au début sur le côté collectif. C'est-à-dire que c'est aussi un processus collectif avec beaucoup de discussions, peut-être aussi des non-dits, des tensions, des débats sur les mots qu'on emploie en fait. Et ces questions-là, elles sont posées. Et à un moment donné, la vérité qui en sort, c'est ce que nous produisons comme article dans le journal. Et en fait, cette vérité, elle est là. Mais cette vérité, elle est aussi le processus d'une réflexion, d'une contestation, peut-être de biais, ça c'est évident, mais voilà, on ne peut pas l'éviter en fait, je pense. Et je me souviens, par exemple, après j'arrête de parler parce que le problème c'est que je parle pas beaucoup, mais quand je parle trop longtemps. Mais on a eu ce débat à un moment donné sur l'emploi de terrorisme, etc., d'attaques terroristes. Et moi, ce que je disais, c'est que c'est vrai que en tant que journaliste, moi, je suis un praticien des mots, en fait. C'est pour ça que je fais presse écrite. En fait, moi, c'est ce qui me plaît, c'est d'essayer de rendre compte de la réalité en utilisant des mots. Et alors, c'est vrai que vous avez une responsabilité particulière comme journaliste, parce que les mots, vous les pesez, en fait. C'est comme si vous les preniez sur une... pour les peser, on dit toujours on pèse les mots en fait, mais c'est pourquoi on pèse les mots, parce qu'on essaye d'avoir un équilibre en fait, et ça c'est ce qui est le plus compliqué dans la pratique du journalisme. C'est ce qui fait aussi qu'on a une forme de, je veux dire, quand les gens sont là en disant vous êtes l'angle éditorial fallacieux inexact, ça c'est des mots qui sont lancés, qui vous frappent en fait, c'est pas des mots qu'on pose, c'est pas des mots et moi je trouve qu'il y a des mots qui posent, il y a des mots qu'on pose, il y a des mots qui pèsent aussi, et c'est vrai que sur cette question israélo-palestinienne c'est toujours très compliqué parce que on le fait encore plus sur tous les sujets. Enfin le journaliste s'il se veut dans des temps tourmentés, le choix des mots, c'est un choix à la fois, c'est un choix moral, éthique, c'est une responsabilité énorme. Et voilà. Et c'est pour ça que c'est aussi des discussions et c'est aussi des choix collectifs. Ouais, complètement. Et ça, c'est pour les vivre chaque matin. C'est des débats qu'il y a au sein de la conférence de rédaction, notamment sur. Non. Et puis je rajouterais aussi une chose, c'est que on vit aussi des moments particuliers en fait, des moments politiques particuliers. On peut pas. Moi, j'ai commencé le journalisme. Je suis sorti d'une école de journalisme dans les années 90, etc. Et c'est l'époque de la chute du mur de Berlin où il y avait une forme de presque. Alors peut-être c'était je sais pas, comme une sorte d'euphorie sur l'apparition d'un nouveau monde, l'Union soviétique s'était effondrée, etc., etc. À la fin de l'histoire, on connaît tous ces trucs-là. Aujourd'hui, on est dans un moment très très particulier, un moment, ce que disait Edoui, de gravité et aussi de questionnement. On ne peut pas ne pas se poser la question quand on est journaliste aujourd'hui de la question du débat public. En fait,
qu'est-ce que vous faites comme journaliste pour faire en sorte que le débat public, il soit à la hauteur? Qu'est-ce que vous faites pour ne pas dégrader le débat public? Et c'est ça, ne pas dégrader le débat public, c'est essayer de s'expliquer sur les mots. C'est justement ne pas lancer des mots, ne pas insulter, en fait. Les réseaux sociaux, c'est pour ça que moi je suis très très aujourd'hui rétif aux réseaux sociaux, c'est que je pense que les réseaux sociaux ont énormément dégradé le débat public parce que les gens ne s'écoutent plus. Ils imposent leurs mots, mais ils ont du mal à écouter les autres. Donc en fait, voilà, peut-être que je déborde un peu de notre discussion, mais c'est juste pour expliquer aussi que moi, quand je fais ce métier, quand je coordonne cette couverture, j'essaie aussi d'être très très attentif à la qualité de ce qu'on fait, à la qualité des mots, à la qualité des gens qui travaillent pour nous, justement pour qu'on nous dise pas qu'on a été qu'on est allé trop loin ou qu'on a heurté peut-être des sensibilités. Ouais, et du coup, comme tu le disais là sur le terme par exemple terroriste, dans les commentaires revenait souvent que l'idée de dire terroriste faisait comme s'il y avait un coup de tonnerre dans un ciel serein. Or, la situation, on le sait, dans la région, enfin la situation coloniale, etc., est perçue comme étant l'histoire n'a pas commencé le 7. Oui, voilà. Et justement, pour cela, il y a Terence qui posait la question si parmi les productions récentes de Mediapart, vous deviez conseiller des articles qui apportent des axes de réflexion ou permettent de prendre conscience des témoignages importants sur les événements actuels ou en cours au Proche-Orient, lesquels conseilleriez-vous? Et c'est une très bonne question parce que justement, cette semaine, on a décidé de faire une émission un peu particulière. Au lieu de lire un article, on trouvait que ce serait pas assez représentatif de justement ce dont tu parles, la diversité des productions de Mediapart. On a décidé de vous faire une sélection de beaucoup d'articles et on a une liste, donc on va plutôt faire ça. Et justement, tu as commencé par nous proposer les articles de René Bachmann avant le 7. Et ça, c'est hyper intéressant. On va les montrer, hein, tant qu'à faire. Tu nous as proposé la série qu'a proposé donc René, Israël-Palestine, la paix aurait 30 ans. Oui, en fait, c'est pour ça aussi, c'est qu'il y a aussi une mémoire. En fait, un journal, c'est aussi une mémoire. C'est pas, on est dans l'actualité, on est dans l'événement, on est dans l'immédiat, mais on est aussi dans la mémoire. Et il y a quelqu'un qui, pour nous, est très important, qui s'appelle René Bachmann, qui est un journaliste qui a été journaliste à l'époque qu'on appelait Le Nouvel Observateur, qui s'appelle l'Obs, et qui suit cette question depuis très très longtemps, et qui est un connaisseur remarquable, et qui quelqu'un qu'on apprécie beaucoup ici, et qui était avant que j'arrive à Mediapart, et qui est là et qui nous suit et qui collabore. Et René, lui, suit cette question depuis très très longtemps en fait. Et donc quand on parle de la mémoire, René, il a fait cette série cet été. Il a fait une série en 5 épisodes sur les 30 ans des accords d'Oslo. Et quelques jours avant le 7 octobre, il a contribué aussi à la série qui a été lancée par Romaric Godin sur 1973. Et il a fait justement les leçons que Israël n'a pas retenues de la guerre du Kippour 73. Et donc voilà, c'est tout ça pour dire que bien sûr, il y a des contextes et qu'il y a la mémoire et que nous, on suit, enfin en tout cas, Mediapart suit cette question depuis longtemps. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas attendu le 7 octobre pour en parler, mais je pense que la plupart des médias n'ont pas attendu le 7 octobre pour en parler. Enfin, des médias écrits, je pense. Il y a une différence aussi avec ce que peut être d'autres formes de médias, mais en l'occurrence, on est là pour parler de nous. Mais voilà, je tenais à commencer avec René. Il y a quand même pas mal de questions. Peut-être on fait un petit... Ouais. On voit les questions qu'il y a et après on revient sur le reste. Alors, les colons sont-ils des civils? Ça, on revient... C'est une question qui revient souvent dans les commentaires. Et ok. Non, mais ce que je veux dire par là, il va y avoir des questions ultra spécifiques. En fait, je vois bien l'attente qu'il peut y avoir. Moi, je suis pas spécialiste. Je voudrais juste préciser une chose. Je ne suis pas spécialiste de cette question. Donc, il faudrait demander à quelqu'un qui s'y connaît, comme René, ou quelqu'un qui est allé comme Joseph, à un moment donné, que tu fasses une émission pour répondre spécifiquement. Mais là, c'est sur le traitement. Moi, je suis pas. Il y a un autre truc que je voudrais dire, c'est que moi, je ne suis pas dans. Je refuse toute la. Quand on parlait du débat public tout à l'heure, moi, je refuse d'être
un journaliste, un toutologue. Je refuse moi, je veux bien aller sur des plateaux pour parler de ce que je connais. Je veux bien aller parler de la Chine, etc. Là, en l'occurrence, je viens ici, pourquoi j'ai accepté, généralement, j'aime pas trop, etc. Mais pourquoi je viens parler de la manière dont on construit cette couverture. Mais je ne peux pas répondre spécifiquement sur des questions spécifiques sur Israël-Palestine. Je peux dire de manière générale. Mais je ne veux pas répondre avec précision parce que je vais dire des bêtises. Non, mais je connais le débat public, c'est-à-dire que ça va être pris 30 secondes et puis ça va partir sur les réseaux sociaux, puis on va dire regardez, le mec qui est responsable du pôle international à Mediapart, il dit n'importe quoi sur Israël, il dit n'importe quoi sur Palestine. Moi, ça m'intéresse pas. Ce genre de débat ne m'intéresse pas en fait. Alors, désolé, je peux pas répondre à toutes vos questions. Je peux répondre à des questions qui me semblent à la fois sur comment on couvre, quelles sont les personnes qui sont les mieux placées pour vous répondre, mais je ne peux pas, moi, François Bougon, répondre à ce genre de questions. Ok, merci. Ou alors, ce que je vous conseille, c'est de lire notre couverture, et on essaye de répondre à ce genre de questions, mais moi, je ne suis pas habilité, je ne suis pas expert de cette question. Ok. Je suis désolé. Non, mais en fait, ultra déceptif. Mais c'est ce qu'on dit à chaque fois à cette émission, c'est que là, on est en direct et on a le chat en direct, donc si on peut répondre à des questions, on y répond. Si on ne peut pas ou on ne veut pas, on n'y répond pas. Et tu vois, par exemple, sur concrètement, quand on a parlé de cette question des mots, du terrorisme, génocide, etc., c'est quand même des concepts qui reviennent énormément dans cette couverture. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est que Jérôme Mourdeau a fait tout un papier pour reprendre, il détricote, quelles sont les définitions pourquoi il n'y a pas une définition type du terrorisme, pourquoi c'est un concept extrêmement flottant, etc. Bien sûr que après c'est instrumentalisé, ça c'est évident, mais voilà, on a réfléchi, on en a fait une production journalistique. Voilà. Très bien. J'essaie de lire en même temps, mais il y a beaucoup de choses dans le chat, donc j'essaie d'aller vite pour pas faire des grands blancs. Les réseaux sociaux ou le manque de moyens dans une réelle modération, ça, je ne peux que soutenir cette intervention, puisque, comme vous le savez, moi, je suis un modérateur à Mediapart, et qu'à Mediapart, on a une modération sans algorithme, humaine 100%, et à l'intérieur des bureaux. Je regarde alors, la série de René Bachmann était très intéressante. Les gens adorent tes tunnels, donc tout va bien. Les tunnels aussi longs que les articles. Justement, on essaye de faire en sorte que les articles de Mediapart soient moins longs. Enfin, c'est pas que les articles soient moins longs, mais qu'il y ait une diversité, qu'il y ait des articles plus courts et d'autres plus longs. Alors, c'était mené par la chambre des là, t'as déjà répondu à ça. Écoute, peut-être on va... Ça y est, j'ai repris le fil et je suis au bout du chat. Mais effectivement, plus que d'habitude, et je le vois dans les commentaires aussi, c'est la même chose sur la question de l'Ukraine ou de la Russie, ou même de la question du Covid, c'est que on a beaucoup de personnes qui donnent leur avis et assez peu de questions au final. C'est des questions forcément clivantes. Alors, c'est des questions clivantes aussi parce que ça a une résonance ici. Et en fait, ce qui est aussi compliqué parce que, il y a un moment donné, beaucoup de gens s'expriment sans vraiment connaître la situation sur place. En fait, c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens qui connaissent bien la réalité, des reportages sur place dans ces moments-là, pour essayer de sortir de cette justement des débats d'opinion de CNews, etc., qui parlent surtout pour ne rien dire. Moi, je trouve plutôt intéressant d'avoir des gens sur place qui racontent les histoires des gens et de ceux qui vivent en première ligne, en fait, qu'ils soient israéliens, gazaouis, palestiniens, en Cisjordanie ou ailleurs. Ouais, n'hésitez pas à reposer les questions là parce que j'arrive pas à tout suivre dans le chat. Pour être tout à fait honnête avec vous, parce que ça va assez vite. Alors, on continue du coup sur les différentes
Personne. peut-être Hein, qu'on on avait peut donc là on en continuer, était ouais. à avant le 7, donc la série d'articles de René Bachmann. Là tu veux nous parler depuis le 7, puisqu'on va le faire un peu de manière Oui, non, mais moi, chronologique. ce que je trouvais, c'est ce que je te disais. Moi, je suis là aussi pour parler des autres. Je suis pas là pour parler de moi. Et ce que je trouve intéressant, c'est de mettre en valeur le travail d'un collectif et d'une rédaction. C'est ça qui m'intéresse en fait. Et elle est diverse. Elle est forte aussi de cette diversité. L'un des premiers papiers, le 7 octobre. C'est un reportage d'Emmanuel Elbaz Phelps et c'est le premier papier sur ce qui s'est passé en fait ce qui s'est passé à 20h07, ce qu'on pouvait en savoir le 7 octobre. Ils vont tuer mes enfants en Israël, une journée de panique en direct. Et ce papier, je le trouve. Alors, qui est Emmanuel Elbaz Phelps? C'est une journaliste qui est basée en Israël en fait, et qui a déjà travaillé pour nous, notamment sur des investigations. Donc c'est une pigiste, mais qui travaille pour un site en Israël. Donc elle n'est pas forcément disponible, mais là elle a pu travailler pour nous. Et je trouve que le papier, il était, comment dire, il était là, il racontait cette émotion, il racontait le choc de cette attaque quand même pour Israël. Et en même moment, dans ce qu'on appelle une couverture, moi j'étais à Blois, j'étais aux rencontres d'histoire de Blois, et il y avait Charles Anderlin qui est un journaliste, enfin tout le monde doit connaître, je ne sais pas si tout le monde le connaît. Pas forcément, voilà. N'hésite pas à le présenter. C'est un journaliste franco-israélien qui vit là-bas, mais qui a été longtemps correspondant pour Antenne 2 et France 2, et qui est un spécialiste reconnu de la question. Et en l'occurrence, il était là à Blois pour participer à une table ronde parce qu'il présentait un de ses livres que je présenterai tout à l'heure. Il y a du teasing. Et je me suis dit, voilà, c'est lui que j'ai envie d'interroger. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une couverture et qu'il se passe quelque chose comme ça, surtout un samedi, avec une équipe qui est la nôtre, qui n'est pas forcément très, très, très... Enfin, on n'est pas 150 000. Et donc, je suis allé interviewer Charles Anderlin. Il y a 3-4 questions. Et je pense que ce jour-là, on a réussi à la fois avec ce reportage, une interview de Charles Anderlin, et puis Mathilde aussi a fait une autre interview. Et je pense qu'on a réussi à être présent en fait. Voilà. Mais c'était le début. On a plus de, je crois que j'ai compté, on est un peu plus de 124, 127 à la fois papier, vidéo sur cette question. Donc c'est vrai que pour une petite structure comme la nôtre, c'est pas évident. Il faut tenir, il faut essayer de se poser les bonnes questions et les bons angles. Justement, alors il y a Nico 4D3D3D3 qui nous demande considérez-vous vos ressources limitées, nombre de membres de l'équipe, de contacts, de pigistes, et si oui, est-ce que ça a un impact sur votre angle sur le sujet? Est-ce que vous avez défini un périmètre de ce que vous couvrez? Est-ce que tout peut faire l'objet d'un papier? C'est pas facile de répondre. Alors oui, nos ressources sont limitées, c'est évident. On est une rédaction d'un peu plus de 60 journalistes, je crois, et comme je vous le disais, sur le pôle inter, on est 5. Après, on a des pigistes avec qui on bosse régulièrement, on travaille régulièrement sur la question, justement. Donc, très très vite, Céline Martelet, qui connaît la région, est partie. Elle était là-bas dès le lundi. Et puis 2 jeunes journalistes, je peux dire ça comme ça, Bastien Massa et Arthur Larry, qui, pour la petite histoire, avec qui j'avais fait une session de formation à un reportage en terrain hostile organisé par France Média Monde une ou 2 semaines auparavant. Donc j'avais appris à les connaître. Mais ils avaient déjà travaillé pour nous sur des portfolios. Et donc Bastien et Arthur sont partis aussi très très vite. Ils y étaient dès le lundi. Donc et puis Joseph est parti, je pense, le mercredi, jeudi. Et donc grâce à eux, grâce à ces 3 équipes, alors concrètement, moi j'avais à la fois avec des boucles Signal, puis aussi un petit outil qui s'appelle Live 360 qui permet de savoir où se trouvent les gens avec des cartes. On a pu avoir cette couverture justement d'essayer de... Alors, quand je vous dis que c'est limité, quand c'est limité, ça renforce la créativité, je veux dire, parce que vous êtes obligé de vous poser la question des angles. Alors, au début,
quand vous devez traiter un événement de cette ampleur, en gros, vous ne vous posez pas beaucoup de questions. Oui, vous vous posez beaucoup de questions, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup plus facile parce que vous arrivez et vous racontez ce qui se passe, en fait. Il y a une telle sidération, il y a un état de guerre, etc. Donc, voilà, la question, c'est plutôt justement de savoir quels sont les angles. Nous, pour nous, en permanence, Mediapart, puisqu'on n'est pas non plus dans une couverture exhaustive. Enfin, je dirais la différence entre, par exemple, des structures dans lesquelles j'ai travaillé auparavant, que ce soit l'AFP ou Le Monde, où il y a une vocation à être exhaustif, c'est-à-dire à tout couvrir, à tout faire, enfin, quand même beaucoup. Nous, on est beaucoup plus dans la sélection. C'est-à-dire quel angle on ne va pas faire 10 papiers par jour. Alors, bon, en tout cas, sur la question, donc on essaye d'en faire 3-4. D'être présent sur les événements qui nous semblent importants. Et puis après, quand vous avez un événement de cette ampleur, plus ça dure, plus vous vous posez la question, puisque les gens rentrent, comment vous les remplacez, comment vous renouvelez vos angles, qu'est-ce que vous allez faire, parce que vous n'allez pas faire le énième portrait de la famille des otages, etc. Donc il y a aussi une volonté de renouveler la couverture. Donc voilà, c'est un peu de la, je sais pas comment dire, c'est vrai qu'on est limité, mais ça nous empêche pas d'essayer de faire une couverture qui soit la plus cohérente possible pour nous, et notamment via des ensembles, c'est-à-dire de se dire, tel jour, on va se concentrer, je dis n'importe quoi, mais sur les hôpitaux de Gaza. Un tel autre moment, on va se concentrer sur quelles sont les conséquences géopolitiques de cet événement. Peut-être un autre jour, on va se concentrer sur la réception et les scissions que ça provoque dans des sociétés comme les sociétés françaises ou les sociétés britanniques. Voilà. On essaye d'être divers, mais aussi à la fois dans les angles, la couverture, mais aussi dans les formats. C'est-à-dire, on va peut-être faire une émission vidéo avec Mathieu Magnonex, avec quels sont les types d'invités qu'on va avoir, quelles sont les voix différentes. On va faire un portfolio. Enfin, Sébastien Calvé qui s'occupe avec Armel Baudet de la photographie, enfin de la photo. Depuis 3, 4 semaines, 5 semaines, c'est vrai que tous les portfolios sont liés à cette question-là et sont remarquables en fait. Et justement, il y avait, peut-être que tu peux le mettre, ce que je trouvais le portfolio de Sébastien Massa et d'Arthur sur 17 jours face à la guerre, que je trouvais très comment dire, il y a une forme de beauté dans la gravité, quoi, dans le désastre, mais voilà, ça existe et ça permet de raconter leurs 17 jours en fait là-bas. D'accord, je montre en direct un extrait du portfolio. Et là, dans le chat, du coup, j'ai vu plusieurs personnes revenir sur l'émission de Usul qu'on connaît bien et qui était à Mediapart avant, qui a fait une émission ce week-end sur le traitement médiatique pour Blast de ce sujet-là, en disant il est beaucoup plus facile aujourd'hui pour des journalistes d'aller en Israël. Gaza est complètement fermé. On sait qu'il y a de très nombreux journalistes, dont des confrères, fixeurs qui travaillaient pour Mediapart, qui sont morts. Comment on arrive à traiter ce qui se passe à Gaza? En fait, Céline l'a fait beaucoup, puisque Céline a fait des reportages pour nous avant le 7 octobre. Elle était allée avec Alice Froussard, qui est une autre spécialiste de la région. Et Céline et Alice étaient justement allées à Gaza. Et on avait tiré des reportages, notamment sur cette jeunesse gazaoui qui partait de Gaza pour essayer d'échapper à cette prison ouverte. Donc voilà, quand on essaye de faire des papiers sur Gaza, on demande à Céline, et Céline avec ses sources, et puis nous aussi on fait Pascal Riello a aussi essayé d'avoir des gens, et notamment un pédiatre qui a, via une famille franco-palestinienne et dont le père était là-bas, pédiatre. Et donc, on essaye de faire notre métier, oui, avec toujours cette difficulté que vous ne pouvez pas être sur place, ça c'est évident, mais vous comptez sur ces gens qui y sont allés déjà, qui connaissent et qui ont des contacts et qui peuvent essayer d'appeler par téléphone, par WhatsApp. Je vous conseille aujourd'hui le papier qui est assez bouleversant de Céline sur Gaza, justement.
Il y a une question qui dit, c'est pour ça qu'il est important de partager, suivre et soutenir les journalistes qui vont sur place et qui risquent leur vie chaque jour pour nous faire Ouais. parvenir Ouais, des d'ailleurs, images. C'était un des papiers de Céline. Elle nous a fait un papier sur les journalistes gazaouis en fait. Voilà, Et bah là- un des fixeurs qui est un fixeur qui a beaucoup bossé pour la presse française, mais aussi pour elle, est mort juste après. Il était cité dans son papier. Il est mort 2 jours après. Il s'est fait tuer. Donc, la même question. Est-ce que vous travaillez avec des fixeurs sur place? Sont-ils considérés comme des journalistes par la rédaction? J'en profite pour le dire, même si je l'ai dit. Tous les fixeurs sont... Non, alors, comment dire? Les fixeuses et les fixeurs, c'est toujours... Nous, on essaye de faire en sorte que quand on travaille avec des fixeuses et des fixeurs, et dans la mesure où c'est possible, parce qu'il y a aussi des questions de sécurité, par moment, elles ou ils ne veulent pas apparaître, mais on essaye toujours soit de mettre leur nom avec les journalistes, soit de les mettre en boîte noire. Voilà. On part du principe qu'il ne faut pas les invisibiliser, en fait. Et si cette question vous intéresse et que vous ne savez pas ce qu'est un fixeur, c'est les personnes qui donc sont sur place et qui aident les journalistes internationaux à venir. Et je vous renvoie vers une vidéo qui est de nouveau en ligne, qui a été supprimée. Vous allez comprendre pourquoi pendant un moment. C'est la vidéo avec Rachida El Azouzi et Mortaza Behroudi, qui avait été supprimée parce qu'il était en prison dans les geôles talibans en Afghanistan, et il a été libéré il y a maintenant 2 semaines, je crois, et qu'on a retrouvé là cette semaine. Passé, qu'on a ouais, vu, passé la semaine dernière. voilà. Très heureux. Et ouais, très très heureux. Donc je vous renvoie vers cette vidéo qui raconte justement le rôle des fixeurs. Alors là, c'était en Afghanistan, mais il parlait aussi déjà de l'Ukraine. Enfin voilà, c'est sur les terrains de guerre, c'est toujours des ressources très importantes. Alors, est-ce que tu veux nous parler donc de la suite des articles? Non, que ce tu que je m'as voulais proposés? dire sur les fixeurs. Ouais. Ce que je voulais vous conseiller un livre qui est extraordinaire de Zrinka Stahuljak et qui s'appelle Les fixeurs au Moyen-Âge. C'était paru aux éditions du Seuil il y a 2-3 ans. Et elle est plutôt, Zrinka, elle est spécialisée sur le médiéval. Mais elle a fait un parallèle entre, et notamment, elle part justement des fixeurs qui ont travaillé en Afghanistan, en Irak, en Syrie, etc. Et elle fait un parallèle historique avec une position très ancienne que l'on trouvait au Moyen-Âge. C'est ces gens qui étaient intermédiaires, traducteurs avec les Occidentaux qui venaient au Proche-Orient, Moyen-Orient, etc. Et ce livre est vraiment extraordinaire. J'ai toujours voulu faire un papier sur elle, j'ai pas eu le temps, donc voilà. Je me dis. C'est un teasing. Un jour on l'aura. On ne sait pas si c'est dans une semaine, un mois ou un an. Ce livre permet aussi de se dire, c'est pas forcément une notion nouvelle en fait, de passeur en fait. C'est un fixeur, une fixeuse, c'est des passeurs. Désolé, je fais de la modération en même temps. Est-ce que tu voulais revenir sur les articles qu'on proposait là, Céline martelait tout à l'heure? Après, il y a... on peut continuer en fait. Céline... Attends, j'ai pris ma feuille parce que tu m'as fait travailler en fait. Oui, tout à fait. Après, on a eu Joseph qui est parti sur place. Donc Joseph, il est resté à peu près un peu plus d'1 semaine, je pense. Il a bossé aussi avec Céline. Voilà, il y a beaucoup de papiers qu'on pourrait... crise des otages en Israël, son téléphone est à Gaza, mais pour ma fille, on ne sait rien. Donc ça, c'était sur justement la famille d'otages. Après, il y avait aussi les militants anti-occupation veulent garder le cap malgré la douleur. Donc c'est des voix minoritaires mais précieuses dans un pays traumatisé par les attaques du Hamas où l'esprit de revanche, voire de vengeance anime le sommet de l'État et les profondeurs de la société. Les pacifistes tentent encore de se faire entendre. Et puis le dernier qu'il a fait quand il est revenu, c'est assez émouvant aussi dans le cimetière numérique de Gaza. Justement, on en parlait, c'est-à-dire face au blocus médiatique, comment tu t'essayes de faire en sorte que le drame humanitaire ne soit pas juste des chiffres, mais qu'il soit aussi incarné en fait. Et donc voilà, c'est la lecture est assez difficile. Moi, je pleure quand je dis ça, mais voilà, il a essayé de rassembler des récits et des visages.
Ouais, c'est un article, je vous l'avoue, j'avais prévu de le mettre dans la liste de la revue de la semaine et hop, je savais qu'on allait en parler ce soir, du coup je l'ai laissé pour ça, mais donc c'est paru la semaine dernière, enfin cette semaine-là qui vient de s'écouler. Et après il y a Christophe passionnant. aussi, Christophe Guignot, que je voulais citer parce qu'il voilà, il est allé à la fois à Jenin, Naplouse, il est allé en Cisjordanie. Il racontait l'impact de l'attaque et puis ce qui se passait avec un état de guerre, ce qu'il appelait un état de guerre de basse intensité. Et puis à côté de aussi un reportage près de Jérusalem, nous sommes prêts à sacrifier nos soldats. Donc ça, c'était plutôt côté israélien en fait. Voilà, et du coup, là, tu le disais tout à l'heure, Célia Mebrokin, donc Voilà. on a reçu hier en ce moment. Donc là, aujourd'hui... on a passé... Alors, c'est ce que je vous racontais, c'est que quand elle est partie, elle n'est pas forcément partie avec l'idée de faire un papier par jour. On est dans un moment où on lui a dit, ramasse des choses... et puis, tu peux faire peut-être un papier au bout de quelques jours. Donc là, elle l'a fait aujourd'hui sur la difficulté des Palestiniens d'Israël d'exprimer leur voix et aussi comment soit ils se font arrêter, soit ils se font licencier. Donc voilà, c'est un article de récit à hauteur de Palestiniens d'Israël. Hop, je continue. Et du coup, là, elle est en ce moment même à Jérusalem. Elle repart jeudi prochain. Ouais. Alors, hop, je banne des gens en direct. Hein. On l'a dit au début, on sait que ce sujet est complexe, mais bon, si on peut éviter de se faire insulter en direct, c'est plus sympa. Alors, avez-vous vu la proposition? Où ça, laquelle? Avez-vous eu la proposition de voir le film Stuff monté par... Oui, alors... c'est une vraie question. Un journaliste de juste pour bien lire pour les gens qui voient pas le chat, avez-vous eu la proposition de voir le film Stuff monté par l'armée israélienne et pensez-vous que cela fasse partie de l'information? Donc c'est une vidéo qui a été proposée par le pouvoir israélien qui montre les images des attaques du 7. C'est une vidéo qui a été montée et produite par l'État d'Israël et qui a été proposée à l'Assemblée nationale, il me semble que c'est demain, où ils vont le montrer à l'Assemblée nationale à des députés. En fait, cette vidéo, elle est, je crois qu'elle 40 minutes. Elle a été montée à partir des... Alors, parce que c'est vrai que la spécificité aussi de cet événement, c'est la profusion des images, la présence très très forte, même par rapport à la deuxième intifada des réseaux sociaux. En fait, le fait que les réseaux sociaux occupent une place, on en parlait tout à l'heure, mais une place très très importante aujourd'hui dans nos vies de tous les jours. Et donc, c'est vrai que dès le 7 octobre, à la fois le Hamas, mais aussi les victimes, donc à la fois les bourreaux et les victimes ont filmé en fait. Alors certains ont filmé leur mort, et puis des combattants du Hamas ont filmé les atrocités qu'ils commettaient en fait. Donc c'est des images qui sont souvent insoutenables, qui ont été diffusées largement et qui ont été reprises par l'armée israélienne, je crois, et qui en a fait un film de 40 minutes, et ce film a été diffusé aux journalistes qui étaient présents, qui sont présents en Israël. Je crois qu'il y a eu plusieurs diffusions, il y a eu plusieurs... et des articles ont été faits. Alors, elles sont diffusées, il est interdit, je crois, je crois que c'est interdit. Attendez, je retrouve... Il est interdit, parce que nous, on a reçu... Un de nos journalistes a reçu le mail. Je ne retrouve pas le mail, mais il est interdit de prendre son portable. Enfin bref, vous pouvez regarder, vous pouvez prendre des notes, mais vous ne pouvez pas faire de vidéo ou enregistrer, en fait. Alors, Libération, je crois, a fait une description. Oui, voilà. Libération a écrit un papier qui décrit cette vidéo, et c'est vrai qu'il y a des vidéos qu'on connaissait déjà, notamment sur... le massacre des Tuffers lors de la trans-party. Alors, on a reçu, un de nos journalistes a reçu l'invitation, parce qu'en France, des diffusions, enfin des projections sont faites à l'ambassade d'Israël. Je crois qu'il va y avoir aussi, aujourd'hui, c'est aujourd'hui ou demain peut-être à l'Assemblée nationale.
on a décidé que on n'irait pas en fait. Pourquoi ? Parce que en fait, ça pose quand même beaucoup de questions. En fait, j'en reviens aussi à cette question de la responsabilité. C'est est-ce qu'on qu'est-ce que ça apporte de plus en fait ? Qu'est-ce que ça apporte de plus dans l'horreur ? Il y a une sorte de un spécialiste parlait de pornographie de l'horreur. Est-ce que déjà, comme employeur, ça pose vraiment une question. C'est-à-dire, est-ce que vous allez infliger ça à une ou un journaliste avec ce que cela peut entraîner, les risques de stress post-traumatique, etc. C'est une question quand même qui est importante, qui ne peut pas être dégagée. Et qu'est-ce que ça apporte de plus ? On sait déjà, enfin, les atrocités, on les connaît, on les a décrits, etc. Alors, on voit bien qu'il y a une stratégie aujourd'hui des autorités israéliennes pour faire en sorte que les atrocités du 7 octobre ne soient pas oubliées, une sorte de diplomatie publique, etc. Donc ça rentre dans ce cadre-là. Nous, on a décidé de ne pas participer à ça, en fait. C'est un peu comme... dans toutes les guerres, vous avez à la fois c'est ce qu'on a appelé la guerre des récits, c'est-à-dire que une guerre se gagne aussi si vous gagnez le récit de la guerre, si vous apparaissez comme étant soit l'agressé, celui qui est dans son beau droit, et l'autre est présenté. Voilà, c'est toujours cette question, même dans le discours de Netanyahou sur la guerre des civilisations. Il renvoie le Hamas, il compare le Hamas à Daesh et tout. Nous, on peut décrire ça comme ça, mais est-ce qu'on a envie de rentrer dans cette guerre de l'image et de cette pornographie ? J'en reviens aussi tout à l'heure à cette hygiène du débat public. Est-ce qu'on a besoin d'en rajouter dans l'horreur du monde, en fait ? Et est-ce qu'on peut continuer à faire notre métier sans s'infliger ce genre de choses ? Voilà, c'est tout. Mais après, il y a des rédactions qui s'y sont allées. Et puis après, il y a aussi enfin, je sais pas. Moi, je sais que personnellement, j'irai pas. Je n'ai pas envie de voir ça. En fait, je n'ai pas regardé les images sur les réseaux sociaux. En fait, je n'ai pas envie de voir. Il y a un pays que je connais un peu qui s'appelle le Mexique. Et ça a été une des stratégies des narcos à un moment donné d'infliger des images d'horreur comme ça, de gens qui torturaient et les diffusaient. Et est-ce qu'on a envie de rentrer là-dedans ? Moi, j'ai pas envie en fait. Voilà. Après, on peut critiquer, on peut dire tout ce qu'on veut, mais est-ce que ça nous empêche de dire la vérité ? Non, on peut justement essayer de garder une hygiène, je pense. Aussi par rapport aux images. Mathieu Suc, qui traite beaucoup du terrorisme à Mediapart, racontait justement comment à la fois on se protège en tant que journaliste, on se protège à la fois soit comme tu le disais, mais aussi comment on protège son cerveau et sa façon de penser les différents événements hors de la surémotion que produisent, on le sait, les images montées, etc. Et là, il y a quelqu'un qui proposait la question. C'est aussi parce que là, c'est une interview que j'ai faite et qui va paraître demain de Jérôme Bourdon, qui est un professeur de communication à l'université de Tel Aviv. Aussi la question que ça pose par rapport à la responsabilité qu'on a par rapport aux gens qui sont dans ces vidéos, aux victimes. En fait, c'est ça aussi. C'est la question des familles qui tout d'un coup, je trouve que ça pose énormément de questions éthiques et morales et on peut pas ne pas répondre à ces questions-là, en fait. On peut pas faire comme si ça n'existait pas. Après, chaque média établit sa propre, je dirais, hygiène, son propre code moral et éthique, mais nous, on a refusé ça. Et là, du coup, Oncle Kerm nous demande si le Hamas diffusait le même genre de vidéos sur les morts à Gaza, faudrait-il le voir ? Après, c'est la question, c'est pas faudrait-il le voir, mais est-on obligé de le voir, en fait, c'est ça la question. C'est est-ce que vous êtes obligé de le voir ? Est-ce qu'on est obligé de vous infliger ça ? Non, on peut se dire qu'il y a des choses qu'on peut écrire. Je pense que c'est vraiment j'en reviens vraiment à cette question de la responsabilité qu'on a aujourd'hui comme média, en fait. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut d'un monde où on peut diffuser n'importe quelles images, on peut diffuser des images dégradantes, humiliantes, etc. Ou est-ce qu'on veut d'un monde où peut-être on peut se dire à un moment donné qu'on ne veut pas ça, qu'on se dit voilà, la frontière c'est ça, notre frontière elle est là, notre frontière éthique et morale elle est là. Et
Et on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Alors, je sais bien sûr qu'il y a les réseaux sociaux et qu'il y a des gens qui filment tout et n'importe quoi et qui mettent tout et n'importe quoi. Mais la responsabilité, pour moi, du journalisme et des journalistes, c'est justement de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas diffuser n'importe quoi, de ne pas dire n'importe quoi. Et dans des moments particuliers comme celui-ci, qui sont extrêmement clivants, où les gens s'insultent, où les gens s'agressent, etc. Est-ce que notre rôle, c'est de renforcer ça? Ou c'est justement de poser des choses et de se dire... On peut peut-être parler de ça. C'est difficile, c'est émouvant, mais on peut en parler de manière respectueuse, même si on sait que c'est très compliqué, que c'est très difficile. Mais est-ce que notre objectif, ça peut être ça, à un moment donné, se dire, OK, d'accord, on est journaliste, mais on ne va pas rentrer dans une surenchère. Il y a une première question. Comment faites-vous pour décompresser autant que faire se peut dans ce contexte? C'est une question qui revient souvent. Ouais, non, mais c'est difficile. C'est des... Moi, j'ai l'habitude de pleurer tout le temps. Mais c'est le quotidien ouais, depuis dur. un mois pour des journalistes. C'est donc, dur. Et c'est vrai que tu sais bien que de temps en temps, je pleure dans conférence de rédaction. Mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à retenir mes émotions. Mais c'est sûr que c'est des tensions. On sent pas... on sort pas indemne de ça. Alors, je sais pas comment faire. Je veux pas non plus mettre sur moi. Je vis pas ce que vivent les gens à Gaza ou ce qu'ont vécu ces gens qui étaient à la fête, etc. Mais ce que je veux dire comme journaliste, c'est vrai que c'est de la tension. C'est une extrême vigilance aussi à ce qu'on fait. Quand je te parlais tout à l'heure de responsabilité, c'est ça aussi en fait, d'être vigilant, d'être respectueux dans la couverture, parce que justement, on parle des images. Tu vois, ce qui est intéressant dans le verbe couvrir en français, le verbe couvrir, c'est à la fois couvrir. Quand on dit couvrir, nous journalistes, c'est montrer, essayer de raconter, etc. Mais le sens, il y a un autre sens en français. Couvrir, c'est ne pas montrer, c'est de faire attention, de cacher peut-être. Alors il y a des choses qu'on a envie de cacher, Par exemple, sur ces images-là, moi, oui, je ne peux pas les montrer, je veux les cacher. Par contre, comment tu en parles, comment tu abordes cette question-là, enfin, comment tu abordes la question de la diplomatie publique, pourquoi pas. Mais décompresser, je vais voir Bernadette au cinéma. Hier, par exemple, j'ai pris un film, un western de Anthony Mann qui s'appelle, en anglais, c'est The Man from Laramie, je crois, et L'homme de la plaine en français. Et là, en fait, c'est le genre de film, t'as les bons et les méchants, en fait. Tu sais, puis tu décompresses et c'est très, très beau. Enfin, bref. Donc, je décompresse comme ça, ou tout à l'heure, je montrerai quelques livres. Non, mais en fait, dans ces moments-là, j'essaye d'être à la fois vigilant et de me concentrer, par exemple, sur des textes. En fait, je me reconcentre sur les mots, sur les textes, sur le respect, etc., des choses de ce genre, et ça me permet de tenir, en fait, de pas être fou, de pas sombrer dans la folie, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sombrent dans la folie aujourd'hui. Les journalistes sont des humains. Il y avait une question sur le Liban. J'ai l'impression qu'on parle peu du Liban dans les médias français. Pourtant, entre l'armée israélienne et le Hezbollah, les échanges se font chaque jour plus violents à la frontière. D'où vient ce désintérêt? Je sais pas. En tout cas, nous, on a fait plusieurs papiers. On a une pigiste qui travaille là-bas. On a fait plusieurs papiers, mais c'est vrai que je sais pas. Moi, en fait, ce qui est compliqué, tout à l'heure, tu me parlais d'Usul. J'ai vu sa vidéo. Je suis totalement en désaccord sur plein de choses, en fait, parce que. Tu es en désaccord, pardon, j'ai pas entendu. Oui, je suis en désaccord. Il parle de fiasco médiatique, etc., etc. Enfin, je trouve qu'il est. Je le trouve totalement, justement, manque de travail journalistique. C'est-à-dire que c'est un travail, je trouve que ce qu'il a fait, c'est un travail qui n'est pas du tout journalistique. C'est que moi, au contraire, quand j'ai vu le 7 octobre, j'étais à Blois et je regardais des chaînes d'infos. Alors, j'ai regardé LCI et j'ai trouvé que ce que faisait LCI, c'était pas justement un fiasco journalistique. Ils ont essayé d'avoir. Alors peut-être qu'après, moi, je regarde pas, j'ai pas le temps de tout regarder, etc., etc. Mais je trouve que c'est trop facile. C'est-à-dire, c'est trop facile de prendre juste quelques trucs pour conforter ses biais. En fait, se dire ah oui, de toute façon, ils sont tous pro-israéliens, etc. C'est faux. Enfin, alors peut-être que certains, CNews, etc., etc. Mais je trouve que parler de fiasco journalistique sans raconter la difficulté de ce qu'est le journalisme sur place, d'aller voir, même pour les télés,
d'être justement comment on fait quand on peut pas aller à Gaza. Voilà, donc j'ai pas trouvé ça très probant. Et du coup, sur la question de... Là, c'était sur le Liban, mais du coup, sur comment, à l'international, on traite différemment de cette même situation, en Angleterre, en Europe. Est-ce que tu as des billes là-dessus? On voit que les manifestations, par exemple, en Angleterre, pro-palestiniennes, sont après, immenses. même aux États-Unis, en fait, je pense qu'il y a des dans les universités, manifestations pro. Mais nous, on en a parlé, en fait, par exemple, sur toutes les controverses dans les universités américaines. C'est Patricia Neves, donc, qui est une de nos deux journalistes qui travaillent aux États-Unis pour nous, qui est allée à Harvard, qui nous a raconté ces controverses. Au Royaume-Uni, on a Marie Billon aussi qui travaille dessus. C'est vrai que chaque pays est traversé aussi par un peu ce qu'on vit nous, avec toujours une polarisation extrême aussi. En fait, voilà, quoi. Je salue Sweetberry qui nous a fait un raid, c'est-à-dire que elle était en live et ses viewers sont venus, donc on salue Sweetberry et toutes les vieweuses. Alors, il est plus employé chez Mediapart. Il faisait des vidéos pour nous. Ouais. Après, on peut apprécier ce qu'il fait par ailleurs et ne pas être d'accord sur un truc en particulier. Hein. Ça fait partie du débat. Est-ce que la rédaction en tant que collectif a songé à participer à l'une ou l'autre marche? Alors je sais pas de quelle marche tu parles. Si tu parles des différentes marches contre l'antisémitisme, contre en tout cas en tant que collectif, non, on laisse. Je pense que c'est un sujet qui est tellement particulier, tellement difficile que non, il n'y a pas d'appel collectif Mediapart pour participer à une marche. On en laisse là à la responsabilité individuelle, et heureusement d'ailleurs. Et du point de vue journalistique, comme je l'ai montré dans la revue de la semaine, il y a justement eu plusieurs articles qui parlaient des réactions face à cette marche, avant, comment à la fois la gauche se positionnait, comment la droite se positionnait, y compris le gouvernement. Alors, j'aime pas trop que les universitaires viennent causer dans les journaux, comme le fait trop souvent Libération, mais l'article de Mona Chollet dans Mediapart m'a fait du bien. La folie est dans beaucoup de médias et on a du mal à garder notre équilibre. Ouais, peut-être l'occasion de parler justement de tous ces universitaires, chercheurs, chercheuses c'est ce qu'on disait aussi, c'est que il y a à la fois une couverture. Après, c'est pas forcément mon domaine. Hein. Moi, je m'occupe vraiment des sujets liés au Proche-Orient, internationaux, les pigistes, mais ça n'empêche pas une couverture par ailleurs du journal sur multiplier les points de vue. Moi, ce que j'ai fait, c'est vrai que j'ai contacté assez rapidement un spécialiste. On a des gens qu'on connaît bien, par exemple un spécialiste de ces questions qui s'appelle Xavier Guignard, qui est un chercheur dans un institut de recherche indépendant qui s'appelle Noria. Et donc j'ai appelé Xavier assez vite et lui justement il m'a dit le 7 il m'a dit non je veux pas parler tout de suite et en fait voilà c'est ça aussi c'est que et j'ai compris je veux dire l'événement était en train de se produire et il fallait laisser un peu de temps donc c'est vrai qu'on a fait une interview posée quelques jours après où il est venu ici au journal, je l'ai interviewé. Je transcris l'interview, je lui ai fait relire justement pour qu'il puisse choisir ses mots. On en revient toujours ça. Et c'était une interview que j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'il pouvait dire des choses sur justement le contexte. C'est-à-dire, je pense que le samedi, c'était pas le. Enfin, ça, c'est vraiment une conviction personnelle. Je pense que le samedi, on n'était pas là pour faire du contexte. Le samedi, il y a un drame, il y a de l'émotion, il y a des attaques, il y a des gens qui sont morts, il y a des familles qui ont perdu leurs proches, etc. On ne va pas leur parler du contexte. Il y a l'événement dans sa singularité qu'il faut raconter. On n'est pas là pour le replacer dans un contexte historique, etc., qui, d'une certaine manière, pourrait le relativiser, en fait. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des questions de temporalité dans une couverture. Faire une interview d'un spécialiste qui va vous dire oui, mais c'est depuis 48, etc., le samedi, c'est pas la même chose que de le faire quelques jours après, quand on a plus de temps, qu'on a pris le temps presque du deuil, en fait. Et ça participe. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais c'est vrai qu'on est dans une société d'infos en continu. On veut tout consommer tout de suite. On veut que ça aille tout de suite dans les 5 minutes, etc.
Et je pense que si on veut avoir une hygiène d'un débat public qui soit, alors peut-être pas serein, c'est peut-être un trop grand mot, mais au moins un débat public qui soit digne de ce nom, il faut aussi par moment se donner le temps de la réflexion. Et se donner le temps de la réflexion, c'est aussi peut-être le temps du respect et du deuil, par exemple, quand il y a des victimes, en fait. Et du coup, pour continuer sur les questions internationales autres, par rapport à l'Ukraine et à la Russie... on a fait... Ouais, après, c'est... Non, après, c'est... Nous, c'est vrai que juste avant, une des priorités, c'était l'Ukraine. Donc, on a une journaliste, Justine Brabant, au sein du pôle, qui, jusqu'à présent, couvrait les questions africaines et les questions militaires, on a redimensionné son poste, enfin redimensionné, je ne sais pas si redimensionné, mais on lui a dit, voilà, peut-être qu'on va travailler beaucoup plus sur l'Ukraine. On a 2 pigistes avec qui on travaille sur place, et puis elle ici. Mais bon, on continue à en faire. On a passé la semaine dernière un très long reportage, un long reportage de Pierre Alonso qui bosse pour nous là-bas et qui est sur... c'est que sur Justine a fait Non, que Pierre Alonso a fait sur l'Ukraine. Et donc on continue à suivre. Après, on a fait aussi un papier sur la manière. Moi, j'avais fait un papier sur la manière dont justement cette accusation du Sud global. Voilà, j'allais te poser la question. Différent, mais du 2 poids 2 mesures. Mais ça, c'était et la manière aussi dont la Russie instrumentalise ce conflit. Et bon, je le retrouve pas là tout de suite. Il est là. C'est celui-ci. La guerre au fond, la vie ailleurs. L'Ukraine tisse des points de suture entre 2 réalités déchirées. C'est un très très beau reportage. Qui est sorti le 11, donc il y a 2 jours. Ouais, le samedi. Je vous le conseille. Voilà. Non, mais c'est super ce qu'il fait. Et justement, sur cette question du Sud global, de l'Ukraine, etc., sur les sanctions ou qualifications, etc., de ce qui se passe, on voit que y a les Américains qui votent contre Israël et l'Ukraine. La situation de l'Ukraine, et on sait qu'il y a maintenant des voix ukrainiennes qui s'élèvent pour dire en fait il y a quand même des impérialismes, etc. Après, est-ce que tu peux revenir sur l'interview de Xavier Guignard? Ouais. Parce qu'il avait une phrase. Je vous fais en direct. C'est lequel? C'est toujours pas celui-là. C'était un crime est un crime. Non, c'est peut-être le dernier. Attends, voilà. j'enlève la caméra. C'est celui-là? Attends, est-ce que tu peux... Vas-y. Attends, je voudrais juste essayer de retrouver... Alors, désolé, c'est vrai que normalement, ça se fait pas, mais moi aussi, je suis dans la... Mais si, on est sur Twitch, on a le droit. Recherche. Plus bas. Vas-y, continue. Vous le voyez en direct, j'espère que ça va pas trop vite. Vas-y, non, mais c'est après, c'est très bas. C'est très bas. Ah, là, attends. Hop. Toc. Celui-là. Vas-y. Je remonte. Attends. Non, vas-y, plus après, en bas. fait. Toc. Vas-y, continue. Continue. Vas-y. C'est peut-être à la fin. Ouais, continue. Ouais, je pense que c'est après. La prise de parole, voilà. Mais le participe. Ah oui, voilà. Non, ce que je trouvais intéressant dans ce qu'il me disait, c'était justement toc. Alors, ce qu'il disait, là, je trouve que c'est intéressant. Il dit cette question israélo-palestinienne participe de ces quelques poches à l'international qui nous obligent à nous demander quel monde on souhaite. Veut-on vivre dans un monde où la loi du plus fort domine ou dans un monde régi par un certain nombre de valeurs où la vie humaine et la dignité sont préservées? Quel discours opposé à la propagande de guerre? Nous assistons à une fuite en avant d'un discours qui oppose le nous contre eux sans qu'on comprenne très bien où se situe cette frontière à l'intérieur de notre humanité. Et c'est vrai que cette question israélo-palestinienne, elle repose aussi là-dessus, sur un certain nombre de respects, de résolutions de l'ONU, etc. Et c'est ce que renvoie un certain nombre de pays de ce qu'on appelle, alors peut-être le Sud global est quand même assez général pour ne pas signifier grand-chose, mais il signifie quand même quelque chose. Ce que ça signifie aussi, c'est toute cette question d'un monde occidental qui est obligé de prendre en compte aussi des voix qui sont de plus en plus... Un monde qui est de plus en plus pluriel, en fait. Et cette question-là aussi, elle est dans cette couverture, en fait, dans ce qu'on vit, mais à la fois en Ukraine, mais ailleurs. Et du coup, autre question, encore une fois, sur le même sujet cette fois-ci, mais toi, tu l'as dit au début, tu es comme un peu spécialiste de la Chine, et tu t'y connais bien là-dessus. Tu as écrit un article sur la réaction de la Chine à la situation.
Qu'est-ce que tu peux nous en dire, nous expliquer un peu comment réagit la Chine par rapport à ça? Est-ce que la situation renforce, comme c'est dit souvent, la Chine, la Russie et le Brésil, par exemple? Disons que la Chine, historiquement, elle soutient l'OLP, elle soutient les Palestiniens, L'OLP. l'Organisation de libération de la Palestine. Après, elle a une position un peu particulière, c'est-à-dire qu'elle est de plus en plus. Alors, je n'ai pas besoin d'expliquer à celles et ceux qui nous écoutent à quel point la Chine aujourd'hui occupe une place de plus en plus importante sur la scène internationale, en raison à la fois de son poids économique et de son poids géopolitique. Et c'est vrai que ces dernières années, on a assisté à un retrait des Américains, des États-Unis, du Proche-Orient, et puis à l'arrivée de la Chine dans un rôle pas de négociateur, mais de proposition de paix. Ça s'est traduit il y a quelques mois par la Chine a permis rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui sont quand même les deux grands ennemis de la région. Et on s'est dit que peut-être que la Chine pouvait avoir un certain rôle dans la région. Alors là, c'est typiquement ce genre de conflit met toujours à mal un peu la diplomatie chinoise, qui essaye toujours... je dirais pas de faire du en même temps, mais presque, parce qu'ils étaient à la fois dans un rappel de l'importance de la question palestinienne, mais en même temps, ils ont établi des liens de plus en plus forts avec Israël, en fait. Et donc là, typiquement, on est dans un moment où la Chine n'aime pas trop parce que les tensions sont là, les tensions sont fortes, et que les solutions que la Chine peut apporter ne sont pas forcément satisfaisantes ni pour Israël ni pour les Palestiniens, en fait. Donc et là-dessus, ils ont plutôt, ils rejoignent plutôt pour l'instant, une sorte de groupe de pays qui critiquent, qui en profitent aussi pour critiquer les États-Unis, en fait, le rôle des États-Unis. Et il y a toujours une sorte d'anti-américanisme qui revient de manière assez évidente. Après, il y a un autre élément sur la Chine, c'est qu'ils ont aussi des problèmes économiques assez forts en ce moment, des problèmes intérieurs. Donc, ils n'ont pas non plus vocation à vouloir régler tous les problèmes du monde comme les États-Unis. Par contre, ils ont des intérêts économiques assez évidents, que ce soit en Iran, mais aussi au Proche-Orient, parce que le pétrole qui permet de nourrir la machine économique chinoise vient aussi beaucoup de cette partie du monde. Et sur la France, tu as aussi écrit un article sur le rôle historique de la France. Oui, ça c'était plus, c'était plus pour raconter Oui, c'était une interview d'Alain Grèche qui a sorti une bande dessinée, sur l'histoire des relations entre France, Israël et Palestine, mais depuis 1948, enfin depuis l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, et c'est assez intéressant en fait parce que ça devient, de ce que j'ai compris, ça devient une passion française à partir de 67 et de la guerre des 6 jours en fait. Ok. Dans le cadre de ce conflit, la Chine rêve-t-elle non, justement. D'obtenir un nouveau succès diplomatique après le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Mais là, c'est extrêmement compliqué. Après, ils ont un émissaire diplomatique sur la région qui essaye d'aller voir un peu tous les pays, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas la capacité, qu'ont les Américains, par exemple, de discuter avec les Israéliens. Moi, je propose qu'on passe dès maintenant au Conseil Culture. Parce que le temps avance. Ouais. Et du coup, comme chaque semaine, pour les gens... Oui, on a déjà passé presque... 1h30. Oui, ça passe vite. Oui, tout le monde croit que 2 heures c'est long, mais en fait 2 ans c'est rapide quand on s'amuse. Ressenti 10 minutes. Donc pour les gens qui nous regardent encore une fois pour la première fois, chaque semaine, et c'est vous qui avez créé cette chronique, c'est la chronique Père Castor, où nos invités du jour nous proposent des livres, des œuvres, des films, des pièces de théâtre, tout ce qu'ils veulent sur le sujet dont on parle ou pas. Ça peut être aussi, certains en parlaient, je sais plus, de The Wire. Enfin voilà, chacun choisit un peu ce qu'il veut. Et donc tu nous as proposé pas mal de bouquins. Ouais. Ah oui, le pile 2, c'est vrai qu'il y avait plein. Oh là là, super. Tac. On l'a ici. J'ai des piles de livres, mais en fait, on peut pas commencer par la pièce de théâtre.
Ah bah on peut commencer par la pièce de théâtre et ça tombe bien parce que attends, quand même. je les ai mis je vais les mettre dans le chat parce qu'on a les liens des différentes choses. Si ça marche, c'est Père Castor. Oh. Voilà. Ah bah c'est en 2 trucs. Donc la première, Non, tu mais as en fait, proposé la puce à l'oreille. tout à l'heure, quelqu'un, comme j'ai eu les larmes aux yeux, maintenant c'est la puce à l'oreille. Mais non, mais quelqu'un me disait comment on peut déstresser. Donc par exemple, j'ai déstressé en allant voir une pièce de théâtre à la Comédie Française c'est un vaudeville de Georges Feydeau qui s'appelle La puce à l'oreille. C'est mise en scène et c'est jusqu'en janvier. Ça fait longtemps. Je crois que c'est la 2e fois qu'il le représente à la Comédie Française avec une troupe extraordinaire. C'est 2h10, mais c'est 2h10 de rire. Et en fait, on a peut-être, alors je fais pas OK boomer, on a cette idée Feydeau, etc. Oui, le vaudeville et tout, ultra ringard. Mais allez voir cette pièce si vous en avez la possibilité. C'est extrêmement drôle. C'est adapté dans les années 50. Alors, c'est mis en scène par une actrice et metteuse en scène suisse qui s'appelle Lilo Bor. Et c'est super. Et vous passez votre temps. Et en fait, ça parle de quoi? Vas-y, raconte quand même. Donne envie. C'est Feydeau, c'est des claques qu'il porte, c'est des histoires d'adultère. Il y a un personnage, par exemple, qui ne. Alors, je me souviens jamais parce que moi aussi, je suis pas dyslexique, mais il ne prononce que les voyelles ou que les consonnes, je sais plus. C'est un rythme. C'est un peu du Tex Avery. Lilo Bor explique qu'elle a montré et on le voit vraiment dans la pièce. Moi, en fait, ce que j'aime dans le théâtre, c'est peut-être aussi ce que j'aime dans le journalisme, c'est de voir des gens, de la chair en fait. Et là, ce qu'on voit, dans Feydeau, c'est les portes qui claquent, les escaliers, les quiproquos. Et vous passez 2h10 à rire. Et alors, je me suis toujours posé la question, parce que je me disais, en fait, Feydeau a l'air post-MeToo, est-ce qu'il tient la rampe? Et en fait, je suis allé avec une jeune fille qui est en première, etc. Et voilà, c'était le test. Et elle a beaucoup moins ri que nous, que moi, mais elle a pris beaucoup de plaisir et tout. Donc, en fait, puisque Feydeau, tout le monde en prend d'une certaine manière pour son grade. Les caricatures sont partout. Et il y a des galeries de personnages extraordinaires et les acteurs sont vraiment très très bons. Voilà. Donc, si vous voulez vous faire du bien, vous allez voir du Feydeau, La puce à l'oreille. À la Comédie Française. Très bien. Ensuite, le livre de la Caspienne, Azerbaïdjan, là c'est la thématique Vassili. Tu m'as mis 2 personnes qui s'appellent Vassili. C'est vrai? Le premier, oui, c'était un hasard, mais bon. Wow, Vassili Golovanov, traduit du russe par Catherine Perel. Ouais. Raconte-nous. En fait, pour la première fois, je crois que c'était il y a 2 ans ou l'année dernière, j'ai profité des vacances pour lire Guerre et paix. Donc, je me suis plongé dans une saga russe et en fait, Alors attends, tu commences par celui-là? Quel Vassili? Moi, j'étais sur l'autre Vassili. L'autre. Alors, on va faire l'autre. Pardon. Non, en fait, c'est parce que c'est aussi on parlait tout à l'heure du fracas du monde, du chaos, etc. depuis septembre. Et c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'événements, comme par exemple le tremblement de terre au Maroc. Et puis, il y a eu aussi l'attaque de l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh et sur les Arméniens. Et aujourd'hui, on a complètement oublié. Et donc, on a essayé de le couvrir. Alors ça, c'est un écrivain russe que je ne connaissais pas du tout. Et je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé à acheter ce livre, mais j'ai dû voir ça dans une revue, etc. Donc, il s'appelle Vassili Golovanov. Je crois qu'il est mort il y a quelques années. Et il est parti. Ça vient de... Je peux faire ça, genre. Ouais. Comme les influenceurs. C'est les éditions Verlier, qui est édition remarquable, qui est dans l'Aude, je crois, c'est ça, oui, à la Grâce. Et c'est un écrivain russe qui part en Azerbaïdjan. Et donc, c'est toute une réflexion sur la Russie, sur les anciennes colonies, en fait, sur ce qu'est devenu l'Azerbaïdjan. Il parle aussi de l'Arménie, du rapport avec les Arméniens. Et c'est à la fois une sorte de... Je dirais pas que c'est un reportage, ça ressemble à du reportage, mais sans en être, avec beaucoup d'onirisme aussi. Voilà. Et donc, j'ai trouvé extraordinaire ce livre. Donc, je le recommande.
Il s'appelle Vassili et c'est un autre. Alors, non, mais c'est parce qu'il y a eu tout ce débat sur est-ce qu'il faut continuer à lire des Russes. Et moi, je dois avouer que, en fait, oui, j'aime bien lire des Russes. je sais voilà. Et il y en a un autre, et alors là, c'est une saga. Et je trouve qu'ils font des sagas extraordinaires. Donc la saga moscovite Et 1, Vassili Aksionov. Il y a deux tomes chez Folio. C'est un vieux livre. Je crois que il date de 94. C'est juste une saga, mais géniale. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est ça part d'une famille. Et c'est surtout le moment particulier qui est cette période de la NEP. C'est juste au moment où Lénine va mourir et quand Staline va prendre le pouvoir jusqu'à la mort de Staline. Et pendant toute cette période et ça raconte aussi le stalinisme, et ça raconte la répression, ça raconte les camps, et ça raconte aussi une famille où il y a des membres de la famille qui se trouvent dans des camps, mais le patriarche, qui est un peu le patriarche de la famille, se retrouve être le médecin de Staline. Et il y a un épisode extraordinaire, c'est quand il délivre Staline d'une espèce de contraction abdominale. Enfin, c'est vraiment très très fort. Voilà. Ça me permet de décompresser en fait. Et décompression toujours. Le dernier que tu nous as... Enfin non, c'est pas le dernier. Attends, Assomption. J'ai un truc un peu... Il y a Orelsan. Ouais, alors c'est un raconte-nous. peu anecdotique. J'aime bien Orelsan, je sais pas pourquoi. Je pourrais pas expliquer pourquoi j'aime bien Orelsan, mais j'aime bien écouter ce qu'il chante, j'aime bien l'écouter, j'aime bien ce qu'il fait. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Nicolas Krastev McKinnon, agrégé de lettres modernes et ancien élève de l'école normale supérieure. Il est spécialiste de René Char et d'Émile Cioran. Et donc, il adore le rap et il adore Orelsan. Et il y a une citation de René Char que j'aime beaucoup, qui dit « Impose ta chance, serre ton bonheur de près et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Voilà. Et puis le dernier, c'est Charles Anderlin, dont je parlais tout à l'heure. Et c'est une édition augmentée, c'est-à-dire que c'est une nouvelle édition au point, au nom du temple. Et il raconte l'arrivée au pouvoir des Juifs messianiques. Et c'est vraiment... c'est ce qu'ils mettent derrière, et c'est indispensable pour comprendre la politique israélienne contemporaine. Et je pense qu'on en a besoin en ce moment. Voilà, alors hop, on repasse. Merci pour ces choix culturels de cette semaine. Je retrouve le chat. Ouais. Boomer. Alors, est-ce que dans le chat, on a encore quelques questions? La Russie, qui a besoin de faire passer quelques bateaux près de la Turquie, ne ferme-t-elle pas les yeux sur ce qui se passe en Arménie? On s'éloigne un peu. On veut que tu fasses une imitation d'Edoui. Est-ce que tu sais faire ça, toi? Non, je me permettrai pas. Super. Je suis pas comme Fabien Escalona qui a des dons d'imitation. C'est vrai. Ni Usul. C'est Usul qui imite. Ouais, mais je crois que même Anna a mis Usul, elle a mis Edoui, qui imite Usul, qui imite Edoui. Ah, c'est fort ça. Je le mets. Allez, je vous le mets. Abonnez-vous, les causes communes de l'égalité. Voilà, et c'est l'occasion de vous dire de vous abonner à Mediapart, car comme vous le savez, pour pouvoir avoir accès et pour pouvoir faire en sorte que tous ces articles dont on a parlé soient possibles, il faut qu'on ait des abonnés. Et donc vous pouvez vous abonner sur le site de Mediapart, et si vous nous regardez en direct, vous pouvez également profiter de l'offre spéciale pour s'abonner un mois gratuitement si vous avez jamais été abonné à Mediapart, sans aucune contrepartie, sans engagement, etc. Une anecdote de la Chine. Alors, ce n'est pas trop le sujet, mais si tu avais une anecdote de la Chine à nous raconter, est-ce que tu as une anecdote? J'en ai 150 000 d'anecdotes sur la Chine, c'est un peu compliqué. Je sais pas quoi faire. Est-ce que tu parles chinois? Est-ce que tu sais dire abonnez-vous en chinois, en mandarin? Je me souviens plus d'abonnés. Non. Voilà, l'imposture devant les abonnés en direct. Mais chinois, en fait, si tu le pratiques pas, tu l'oublies assez facilement. Il me semble en plus que Marie-Hélène Smigian, qui était à Mediapart jusqu'à l'année dernière, l'avait fait, il me semble, parce qu'elle aussi parle. Oui, elle parle mandarin. Elle y est retournée depuis. Moi, ça fait longtemps que je suis pas retourné, donc. Là, t'es en train de chercher. Je suis en train de regarder. Vas-y, on va essayer d'avoir quand même. Attends, j'ai mon petit dictionnaire. Subscribe. Non, je trouve pas. Si vous avez encore quelques questions sur le
traitement de Mediapart de la situation en Palestine, en Israël, n'hésitez pas, il est encore temps. Et après, je passerai aux annonces. De Mediapart. Qu'est-ce qui arrive Les Chinois, ça bonne Qu'est-ce qui arrive là sur le pôle Inter, les prochains articles, etc. Est-ce que tu as des choses à annoncer? Déjà, il y a Célia qui a publié le premier là aujourd'hui. Non, mais là justement, on essaye de voir la suite, qui on va envoyer, qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Je ne saurais pas te dire exactement parce que j'ai pas tout en tête, mais oui, Célia doit faire d'autres papiers, mais faudra suivre. Abonnez-vous. Et sur le reste de l'international, justement, tu en parlais tout à l'heure, il y a quelqu'un dans le chat qui parlait du Congo. Oui. En fait, c'est ce que je disais, on est quand même assez limité, on peut pas tout faire. Donc après, sur l'Afrique, on va essayer de faire en sorte d'avoir plus de contenu sur l'Afrique. Ouais. Si on y arrive, peut-être. Ce qu'on aimerait, mais c'est un travail qui va demander du temps, c'est d'avoir des partenariats avec des sites sur l'Afrique, des sites africains, pour pouvoir publier de temps en temps. Alors, on a fait récemment, c'était un papier, une enquête de Sonia Rollet et de Clément Bonnereau sur un. Je sais pas, tu regardes si tu fais Mediapart, Sonia Rollet. On a fait une enquête qui était assez dingue. Sonia Rollet avec un Y, pardon. Toc. Elle avait Non, c'était sur un homme d'affaires kényan. Mais bon, peut-être qu'on ne le retrouvera pas. Tu fais de Kenya, peut-être que tu vas tomber dessus. Je fais les recherches en direct. Ah oui, voilà. C'est ça, mais alors si tu passes par un autre truc, regarde Clément Bonneau. Je vous le trouve en direct. On va essayer de voir si on peut le retrouver. L'empire de papier de l'entrepreneur kényan, ouais, c'est ça. Hop, et je vais le retrouver. Vas-y. Hop, en live. Voilà, je l'ai. C'est une histoire assez dingue d'un type qui propose des projets de ville intelligente au Sénégal et au Kenya. Et tout est assez bidon en fait. Et donc quand tu lis l'enquête, ils l'ont fait pendant assez longtemps et elle est vraiment très 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 intéressante. Donc on va essayer de faire des choses comme ça aussi. Très bien. Et au début de cette émission, tu nous parlais, j'ai cru que j'allais tout faire tomber, tu nous parlais de comment vous faites les liens avec les autres services, les autres pôles de Mediapart. Sur le pôle enquête, il y a eu beaucoup d'enquêtes, notamment Justine, par exemple, elle a travaillé avec le pôle enquête et Liane Philippin sur toute la série Congo Hold Up. Donc voilà, en fait, on a travaillé aussi avec Yann récemment là sur toute la série c'est pas Pegasus, j'ai encore oublié le nom, mais Predator Files. Donc quand on peut, oui, on fait ça. Ouais. Quand on a un peu de temps, quand l'actualité internationale immédiate en fait, quand l'événement, le tout venant, nous laisse tranquille, mais c'est pas évident. Là, il y a une question en lien avec la riposte israélienne. Le CDEV, parti belge de centre droit, membre de la majorité actuelle, a déposé à la Chambre, avec l'appui des partis de gauche et écologistes de sa même majorité, une proposition de loi visant à interdire la commercialisation de produits et de services résultant de situations nées de violations graves du droit international humanitaire et de droits humains dans les territoires occupés. Pourrait-on assister à un regain en vigueur du mouvement BDS? Donc le mouvement BDS, c'est le mouvement boycott des investissements sanctions, qui est un mouvement pacifique de boycott. C'est typiquement le genre de questions auxquelles je ne peux pas répondre. Je ne suis pas compétent. D'accord. Il faudra voir quelqu'un qui a bossé dessus. Ok. Écoutez, on va passer si on arrête. Par contre, si on parle de la Belgique, on va se retrouver pour la dernière date du festival. En fait, des 15 dates de la tournée de Mediapart pour les 15 ans. On se retrouvera à Bruxelles le 16 décembre. Il y aura toute l'équipe du pôle international et on va faire un partenariat avec un site qui s'appelle Médor,
site revue Médor. Et voilà. Donc, on pourra se retrouver. Vous pouvez retrouver les coordonnées sur le site. Ouais, je vais le montrer juste après. Et d'ailleurs, pour les gens qui vivent en Belgique, les Belges qui nous regardent ou tout à fait, mais je crois que Terence, qu'on voit dans les commentaires, a Terence. déjà prévu de venir génial. avec ses chaussettes, parce qu'il a gagné des chaussettes la semaine dernière. Je me fais un Il y plaisir a de 2 semaines. rencontrer Terence. Et je serai avec vous aussi Génial, cool. au festival à Bruxelles. Ouais, très bien. Donc, on continue d'ailleurs. On va continuer avec les autres. Je suis confiant que je serai présent. Terence Ah, est non, bientôt dans les. Si dans Terence les... n'est pas présent, c'est une fête n'est pas réussie. C'est clair. Je continue du coup avec la prochaine date du festival, bien avant Bruxelles, c'est ce samedi à Toulouse. Ah oui, Tignuet, voilà. Comment? Tignuet. Ah, ça En veut fait, dire abonnez-vous. Ouais. Super, ouais, Tignuet. franchement, on a un chat de haute qualité qui nous file des coups de main quand, C'est à fond. ce qui veut dire merci. Ouais, Ouais, moi aussi je parle. Donc la prochaine date du festival, comme vous le savez, Mediapart a 15 ans et du coup, Mediapart fait un festival itinérant dans plein de villes de France et en Belgique. Donc la prochaine, c'est à Toulouse ce samedi. C'est ça. Et d'ailleurs, je vais peut-être même Trouver. 4e tour. je vais même trouver le programme en direct et vous le mettre. Si la page ne s'affiche pas, voilà, elle s'affiche. Toulouse. 18 novembre. Hop, 18 novembre. Au Toulouse. Alors, il y aura Edoui Plenel qui introduira dès 14h. Ensuite, couvrir la bataille contre l'A69 avec Emmanuel Riondé, qui est journaliste pour Mediapart et Mediacité, donc qui est un partenaire local de Mediapart, et Geoffrey Tarou, membre du collectif La Voix est libre. Ensuite, 20 ans après l'affaire Allègre, l'écosystème de l'information à Toulouse, avec Antoine Perrault, Gaël Cérez, qui est donc rédacteur en chef de Mediacité Toulouse. Ensuite, interroger les politiques et le pouvoir, avec Bérénice Gabriel, journaliste au pôle vidéo de Mediapart, et Armel Parillon, toujours de Mediacité. Et ensuite, hôpital public, chômage, retraite, le modèle social à l'épreuve de Macron, avec Caroline Coche-Dorge, qui est journaliste santé pour Mediapart, et Mathias Thépaut, journaliste économique à Mediapart, qu'on a déjà reçu ici. Donc ça, c'est ce samedi à partir de 14h à la salle du Sénéchal. Voilà, je l'ai. Donc n'hésitez pas à venir. Je crois qu'il y a des gens dans le chat qui sont déjà venus au festival et à chaque fois on en entend du bien. Ensuite, il l'avait promis face à Célia Mebroukine, vous en rappelez probablement, on en a reparlé il y a 2 semaines. Olivier Véran sera l'invité d'Alerte Libre demain. Donc c'était la promesse qu'il avait fait quand il voulait pas répondre sur l'affaire de Ariane Lavrieux. Donc voilà, demain à Mediapart sur Alerte Libre en direct. Je crois que c'est à partir de 19h si je me trompe pas. On aura la chance d'avoir Olivier Véran et grosse semaine pour Alerte Libre parce qu'il y a une émission spéciale mercredi sur les victimes du pesticide. Terence qui dit j'ai par contre un doute sur l'exactitude de l'adresse pour Lille. Waouh, beaucoup trop de précision. Qu'est-ce qui se passe à Lille? Attends, sur le festival? Il faudra regarder. On va regarder, ouais. La halle au sucre. Je sais pas, Jeanne, je crois que Jeanne est dans le chat. Il faut peut-être, vérifier hein. Sur l'adresse de la halle au sucre. Si c'est pas la bonne adresse, on va modifier ça. Merci de ta vigilance. Donc demain. Après-demain, donc une émission spéciale sur les victimes des pesticides. Voilà. Donc regardez à l'air libre, c'est génial. Ensuite, la revue dessinée. Qui est toujours disponible dans les bonnes librairies et même les mauvaises en fait, hein, dans toutes les librairies. Les enquêtes de Mediapart en bande dessinée, on en avait parlé il y a bientôt 1 an avec j'ai un trou de mémoire. Avec qui on en avait parlé? On en avait parlé déjà avec Michael Correa parce que sur la précédente sur Total, et on en avait parlé avec Michael Ashdenberg pour la, je crois, 2e émission. Mediapart existe sous plein de formats différents. Évidemment le site, les vidéos, les podcasts, etc. Mais aussi donc cette BD qui reprend quelques enquêtes de Mediapart dessinées. Voilà, avec donc la revue dessinée que vous connaissez maintenant. Et comme je le disais, il y a également des podcasts. Et donc, la semaine prochaine, il y a du nouveau dans la série de l'enquête au procès, les grandes affaires de Mediapart en podcast. Donc, si vous voulez être informé, vous pouvez l'être. Je vais vous mettre le lien là dans le chat. Super série d'ailleurs.
Ouais, la dernière, c'était sur Dupond-Moretti. Dupond-Moretti et je sais plus comment je l'ai mis, si j'ai mis podcast. Est-ce que Cropul est encore dans le chat ou pas? Si tu peux me le mettre, la commande podcast, parce que j'ai plus ce que j'ai mis, mais je te l'ai mis dans le mail. Voilà, vous aurez toutes les coulisses. Donc la prochaine édition qui arrive la semaine prochaine. Et ensuite, bah voilà, c'est tout. Si, c'est tout. La semaine prochaine, moi, je reviens parce que Anna est en congé bien mérité. Et donc la semaine prochaine, je reviens avec Marine Turki du Pôle Enquête à l'occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Et elle reviendra également sur ses enquêtes sur l'extrême droite, puis qui est l'un de ses sujets de prédilection. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question. Est-ce que Véran va venir en live? Oui, c'est en direct demain. Célia est partie. Il a dû avoir vent de vos agendas. Ouais. Peut-être on va demander. Si, François. Oui, c'est Nia. Merci beaucoup. Bah, merci. À toi. Et tu reviens quand tu veux. Abonnez-vous. Voilà, après, bon. On se dit toujours qu'on va répondre à plein de questions, qu'on va être super intelligent. Et puis quand je vais me réécouter, je vais trouver que je suis nul et que j'avais plein de choses auxquelles j'ai pas pu répondre. Mais dans ce cas-là, ne te réécoute pas parce que tu as été super. Merci beaucoup à toi. Merci à vous. On te lit dans Mediapart. Et du coup, comme on le dit chaque 10 secondes à peu près, abonnez-vous. Abonnez-vous.